Salut à toutes et à tous, je suis le Dr Zaius et vous êtes bien sur le flux RSS de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à la culture pop, voire bis, aux musiques qui s'écoutent les potards tournés jusqu'à 11 et bien évidemment à l'univers de la planète des singes. L'un des avantages que l'on se donne lorsqu'on a pour ligne éditoriale d'être un fanzine audio, c'est qu'on n'est pas vraiment obligé de respecter une quelconque périodicité et qu'on peut aussi décider à tout moment de lancer de nouveaux formats. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode 0 de ce qui, pour le moment, s'appelle La planète des singes et vous. L'idée de ce format nouveau m'est venue lors d'une conversation que j'ai eu le plaisir d'avoir avec mon invité du jour au cours de la dernière édition de Podren qui a eu lieu en avril de cette année 2022, conversation donc à propos de la planète des singes. Et je me suis dit, quelques semaines après, que ça pourrait être intéressant de recevoir des créatrices et créateurs de podcasts pour les écouter parler de leur rapport avec cette œuvre qui m'est si chère. Donc parler de la façon dont ils ont découvert la planète des singes, la façon des souvenirs qu'ils en gardent, etc. Alors, il y a de fortes chances pour que vous écoutiez cet épisode au plus tôt en août 2022, puisque nous enregistrons dans les derniers jours de juillet 2022, parce que ça n'a pas été facile de trouver une date d'enregistrement, car mon invité est quelqu'un de bien occupé, puisqu'il est aux manettes d'une chaîne YouTube, d'un podcast d'analyse musicale qui s'appelle Écoute ça, d'un podcast de recommandations musicales qui s'appelle Change de disque, de Damaturgie, un podcast dont le format se rapproche plus du streetcast, et aussi d'un de mes podcasts favoris, je dois bien le reconnaître, qui s'appelle Super Cover Battle, qu'il anime avec son comparse Maxime du podcast Recoversion. Donc vous avez bien entendu reconnu Dame. Comment vas-tu, Dame ? Salut, et merci de me faire le CV. En fait, je me rends pas compte de l'accumulation de trucs quand je fais pas la liste moi-même. Mais voilà. Bah oui, je suis content d'enregistrer avec toi et effectivement, on avait une chouette conversation à Podren. Donc c'est cool qu'on ait réussi à trouver du temps pour parler quoi. T'as pas précisé que tu voulais faire un format court mais qui va devenir très long aujourd'hui, c'est ça ? Oui, voilà. Alors c'est un peu ça. C'est que à la base, je m'étais dit tiens, étant donné qu'on en a pas non plus parlé, on a eu une chouette conversation mais qui a duré, je sais pas, peut-être 10-15 minutes parce que bon, de toute façon à Podren, il y a tellement de gens avec qui on veut parler qu'on peut pas non plus se lancer dans des conversations de 2 heures. Mais tu avais lancé 2-3 pistes où je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant de creuser ça. Et donc, on va préciser, on a surtout parlé du roman de Pierre Boulle, et a priori, c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais comme tu es, déjà, on peut le dire, tu es enseignant, donc tu fais bien les choses, tu es pédagogue, donc tu as relu le roman en prenant plein de notes, et donc là, tu es plus près que moi, à mon avis, pour enregistrer cet épisode. Bah, j'ai fait de mon mieux. Écoute, ouais, c'est ça, c'est le défaut du bon élève, quoi. J'ai repris le bouquin que j'avais lu il y a quelques années. Là, je l'ai relu entièrement. J'en avais finalement d'assez bons souvenirs. C'est pas bons souvenirs dans le sens qualitatif, mais plutôt, je me rends compte que je me souvenais de pas mal de choses. Et puis surtout, j'ai rattrapé un truc que j'avais pas fait enfin que je voulais faire depuis longtemps, qui était de regarder le film en fait. Je connaissais énormément de scènes, de passages. Je l'avais déjà vu de façon un peu découpée, mais jamais je m'étais posé devant pour le regarder. Donc j'ai pu Ah ouais, tu rattraper l'avais tout ça, je jamais suis très vu. content. Ah, ça Ouais. c'est un truc que justement, je me rappelais pas que tu l'avais jamais vu. Ok, ça c'est un point intéressant. Bon, aujourd'hui, on va surtout parler du roman. On verra si on parle du film et on verra s'il faut faire un deuxième épisode pour parler du film. Ça, voilà, là-dessus, on garde le suspense. Donc, justement, commençons. Est-ce que tu te rappelles quand est-ce que tu l'as lu pour la première fois ce roman ? Je saurais pas te dire avec précision, je pense que c'était il y a 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, je l'avais lu parce que alors je lis peu parce que j'ai un défaut, c'est que j'ai très peu de mémoire. Et je me rends compte avec le temps que le défaut, c'est que tu investis du temps dans un livre et finalement, il n'en reste rien. Et quand je dis rien, il y a plein de gens pour qui ils disent ouais, moi je m'en souviens pas trop, mais bon, c'était un bon moment. Non, moi j'ai vraiment parfois vraiment un blackout total. Donc j'investis peu de temps dans la lecture, ce qui fait que quand je lis des trucs, généralement je lis des classiques. Vraiment vraiment des gros classiques, les livres de programme de bac quoi en gros. Donc je vais lire des classiques de la littérature française du 18e, 19e, ce genre de trucs. J'aime bien lire du théâtre aussi, du théâtre classique. Et j'aime bien de temps en temps lire de la science-fiction, mais la science-fiction étant un énorme melting pot, je choisis vraiment, encore une fois, de lire ceux qui restent dans l'histoire en fait. J'aime bien que l'histoire fasse le tri et me dire non, et qu'on me dise celui-là, tu vois, c'est bon, c'est bon, il y a des choses à creuser. Et un des premiers qui reste quand tu fais un tri des romans de SF, La planète des singes, quoi. Il arrive très 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 vite en haut de liste dans tous les classements qu'on peut trouver de grands classiques de la littérature de SF.
Et en plus, c'est un bouquin français, donc je trouve ça toujours intéressant de voir que ce truc qu'on attribue un petit peu aux États-Unis aussi avec le film, eh ben ouais, il y a un côté français, même dans la conclusion du bouquin, qui est toujours un petit peu étonnant. D'ailleurs, cela dit, petite parenthèse, d'ailleurs c'est pour ça que moi j'avais appelé mon podcast Cornelius and Zira et que j'écris Zaius avec un point sur le i et pas un tréma, pour bien marquer le fait que à la base, moi, je suis fan des films, enfin surtout du Mhm. film de 68, quand bien même, attention, j'adore le roman de Pierre Boulle, hein, mais je reconnais que moi c'est venu dans ce sens-là, c'est d'abord, même si je pense que je pense que j'ai lu le roman très peu de temps après avoir vu le film. Je suis à peu près sûr que c'est dans cet ordre-là que ça s'est passé, mais voilà, j'ai lu plusieurs fois le roman, bien évidemment, mais c'est sans commune mesure avec le nombre de fois où j'ai pu regarder le film. Mais peut-être aussi quoi, que les gens l'identifient comme quelque chose de très américain, c'est parce que bah, déjà, oui, La planète des singes, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué la pop culture et qu'on retrouve beaucoup dans la culture anglo-saxonne. Et puis malgré tout, La planète des singes, bah, c'est 9 films, une série La télé, série, ouais. des dessins animés, des comics, donc que des choses qui sont américaines, de français. Le seul truc qui reste de français, c'est le roman de Pierre Boulle. Ouais. Mais bon, malgré tout, Pierre Boulle est dans beaucoup de génériques, on voit écrit le nom de Pierre Boulle. Et donc oui, Cocorico, c'est français, c'est toujours ça que nous, voilà, on a ce petit plus par rapport aux anglo-saxons, c'est que nous, on peut le lire en français dans le texte. Bah oui, et puis c'est surtout que la SF souvent, ben oui, on se retrouve beaucoup avec des trucs anglo-saxons, même s'il y a il y a des grands noms français aussi en SF, hein. Mais bon, très vite, on se tombe sur des trucs, en tout cas étrangers, quoi. Tu vois, tu parles de SF, on va te parler d'Asimov, on va te parler bah, même du Guide du voyageur galactique ou ce genre de trucs, tu vois. Et ouais, moi je suis content enfin, j'aime bien l'idée qu'il y ait aussi des trucs français et puis marqués, tu vois. C'est comme aussi, je crois que c'est Malville, un autre Oui, bouquin qui de est Robert aussi. Merle. Voilà, c'est ça. Et qui, lui, pour la peine, alors j'ai pas su le lire, moi, Malville, mais justement parce que c'était trop ancré terroir, tu vois. Mais ouais, je trouve ça intéressant de voir qu'on a un rapport finalement assez bah, national, quoi. C'est. Ouais, bah, National. non, ouais, non, mais il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur la science-fiction française. De toute façon, ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, voilà, sans faire effectivement, sans être cocardier, hein, mais il y a beaucoup de choses qui sont aux origines de la science-fiction qui viennent de la culture française. Mais là, on part sur un épisode, voilà, un épisode bien différent. On va essayer de C'était la première recentrer le débat. parenthèse. Voilà, on va essayer de recentrer le débat sur Pierre Boulle. Donc, ouais, une des choses qui, peut-être pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, une des choses, moi, qui m'a interpellé quand on a discuté à Podren, c'est que tu m'as dit que La planète des singes, ça a eu quand même un effet sur ta vie, même très personnelle, même carrément sur ton régime alimentaire. Est-ce que tu veux C'est nous en ça. dire quelques mots? Ouais. Alors en fait, dans ma vie, j'ai 2 livres que j'identifie vraiment comme étant des trucs qui ont changé ma vie. Le premier, c'est Édouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule, dont j'avais parlé dans les Dramaturgies, qui est un bouquin qui parle de questions plutôt sociales. Et le deuxième, bah, c'était La planète des singes. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le bouquin qui m'a orienté vers le végétarisme, en fait. Et c'est assez curieux. Alors je me souviens plus dans quel ordre est-ce que les choses se sont faites. Mais ma compagne allait vers le végétarisme par goût, tout simplement, parce que manger de la viande, ça l'intéressait pas. Moi, petit à petit, ça s'est un peu éteint, parce que du coup, tu fais pas de la bouffe chez toi en faisant des régimes différents, donc j'en ai mangé de Oui. moins en moins. Et puis arrive le moment où tu te dis, bon, alors il me reste quoi comme effort à faire finalement. Et puis arrive le bouquin à ce moment-là, quoi. Et là, tu lis le bouquin et le bouquin te fait réfléchir sur ce qu'est être un être humain, ce qu'est être un animal, sur toutes les problématiques liées à bah, la conscience, la douleur, enfin voilà tous ces trucs-là. Et là, tu te dis, merde, en fait, je m'étais pas interrogé sur ces questions-là. Moi, si tu veux, j'allais plutôt sur le végétarisme pour des raisons politiques, c'est-à-dire surtout sur les questions liées à l'environnement, l'écologie, etc. Te dire l'industrie de viande, c'est le truc qui est le plus polluant qui existe. Donc, en fait, finalement, si chacun faisait cet effort-là, les gens seraient pas autant dans la merde. Et c'est un effort largement faisable. Et puis, parce qu'il y a des gens qui entrent dans le végétarisme il y a 2 portes, en fait. Tu as soit cette porte-là, qui est plutôt moderne, on va dire. Et t'as la porte d'avant. La porte d'avant, c'est la question du bien-être animal, en fait. Et moi, je n'étais pas, et je suis toujours pas vraiment complètement dans la question du bien-être animal. J'ai plutôt une vision sociale de ces questions-là. Mais le bouquin, il m'a fait quand même dire attends, il faut prendre ça en compte aussi, quand même.
On va tout de suite entrer un petit peu dans le livre. Le passage qui m'avait le plus marqué à ma première lecture, et ça a changé entre-temps, c'était la deuxième partie en fait, qui est donc toute la partie... Ah oui, donc on va spoiler comme des porcs, hein, du coup, forcément. Oui, oui, c'est vrai Mais qu'on n'a pas fait de disclaimer. Alors peut-être, on va peut-être juste en faire un pour maintenant. reposer. Ouais, bah de toute façon, bon, c'est vrai que souvent je le fais. Voilà. Si vous n'avez pas vu le livre, pas vu les films, etc., ça se pourrait. Là, voilà, on a décidé d'avoir une conversation à bâton rompu. On risque de spoiler grave. Alors oui, c'est un roman qui date de 1963. C'est quelque chose que j'entends souvent, et le film date de 1968. Néanmoins, vous avez tout à fait le droit de ne pas avoir lu le bouquin ou vu le film, et vous avez le droit d'avoir envie de vous réserver la surprise, parce que oui, il y a dans les deux cas, c'est des scénarios qui peuvent surprendre, même si voilà, la finalité au moins du film a été très souvent déflorée, notamment dans la pop culture. Hein, je veux dire, Bien sûr. les gens qui aiment bien les Simpsons connaissent la fin de la planète des singes, mais je prends cet exemple-là, il y en a plein d'autres. Il y Hein, en a plein, ouais. c'est probablement le plus connu. Mais voilà, on va juste voilà, déjà faire ce disclaimer, et puis aussi peut-être juste rappeler, alors très rapidement, donc la planète des singes, l'histoire, résumé extrêmement rapide, hein, on est en l'an 2500, une expédition française par, je sais même plus, c'est dans la constellation d'Orion. C'est Betelgeuse, ouais. Et donc oui, qui vont dans la constellation de Betelgeuse, qui trouvent une planète qu'ils baptisent Soror, parce que on dirait une sœur jumelle de la Terre. Et donc ils y atterrissent sans encombre, voilà, l'air est respirable, etc., etc. Ils découvrent des humains, mais stupéfaction, les humains ne parlent pas, n'ont pas développé de civilisation. Sur cette planète, ce sont les grands singes, donc orang-outans, chimpanzés et gorilles, qui ont développé une civilisation qui parle un langage articulé, qui n'est pas le français, qui est un langage qui leur est propre, et qui vivent une vie qui est quasiment similaire à celle de la France des années 60. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour le résumer. Enfin, si ça te va, Dame, ou si tu veux rajouter Ouais, des c'est trucs. ça. Bah, c'est ça, et si ce n'est que les hommes existent, et donc du coup, ils sont considérés un petit peu comme du gibier, quoi. Pour la faire simple, même si c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, ils sont considérés grosso modo peut-être plus aujourd'hui, mais comme on a pu traiter les singes ou d'autres animaux sauvages jusqu'à un passé encore assez récent, voire même pour certaines personnes, il y a encore des gens qui vont faire du safari pour le plaisir de tuer des animaux. Bon, bah voilà, il y a aussi cet aspect-là est développé dans la planète des singes, et donc oui, le personnage principal est capturé au cours d'un de ces safaris, et se retrouve à devenir être un animal de laboratoire, techniquement. C'est ça, ouais. Et c'est ce passage-là, moi, qui m'avait frappé. Alors, juste pour les personnes qui nous écoutent, à titre personnel, j'ai été surpris du bouquin parce que les enjeux sont différents de ceux du film. Cela dit, je pense pas que être spoilé gâche la découverte, parce que c'est un bouquin qui fait réfléchir beaucoup, en fait. Donc, ce qui fait que même quand on connaît les thèmes, on se les approprie en lisant. Donc, bref. Je reviens sur le passage en question. Donc, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué à la première lecture, c'était tout ce moment-là, qui est le moment où Ulysse Mérou, puisque c'est ça son nom, est captif. Et donc, il va subir des batteries de tests qui, en fait, dès qu'on connaît un petit peu... je pense que beaucoup de monde connaissent les principes de Pavlov, par exemple. Donc, c'est tout ce qui est la question des réflexes conditionnés. Et bien, en fait, on se retrouve en terrain connu, parce que c'est ça qu'il va subir comme batterie d'exercice. C'est-à-dire qu'au départ, il est considéré comme un animal qui saurait faire des tours, et donc il serait un petit peu à part. Et il y a même l'expression qui est utilisée dans le bouquin, il parle d'homme savant, tout comme on utilise l'expression de singe savant quand il s'agit de dire, bah tiens, regardez ce singe-là, en fait c'est un singe qu'on a suffisamment apprivoisé pour qu'il puisse faire un petit tour rigolo. Et en fait, au départ, il est traité de cette façon-là, et toute sa souffrance à lui dans ses geôles, c'est de faire comprendre qu'il est plus que ça, qu'il est vraiment doté de raison. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'était cette idée de lui, il sait qu'il a une raison, nous, on le sait parce que le bouquin est écrit à la première personne, et on se retrouve confronté à des personnages, des personnages qu'il a face à lui, qui sont obstinés, pour qui c'est juste pas envisageable. Donc, et l'idée, c'est comment est-ce que tu fais comprendre, comment est-ce que tu prouves que tu as plus que juste des réflexes, et que oui, tu as une intelligence, oui, tu as une sensibilité. Alors, dans le bouquin, il parle d'âme. Alors, moi, l'âme, c'est un mot qui me pose problème, mais il y a tout cet ensemble de trucs.
Et l'idée, c'est comment tu fais pour le prouver. Et forcément, moi, en le lisant, j'ai vu les choses à l'inverse, mais je pense que Pierre Boulle l'écrit exactement pour cette raison-là. Tu te dis, ouais, mais du coup, un animal qui veut prouver qu'il est conscient, qu'il est sentient, qu'il est. Enfin voilà, comment il fait? Parce que nous, on veut pas, en fait. Et c'est un truc qui m'avait vraiment. Que j'ai vécu de façon assez violente, en fait, quand j'ai lu le bouquin. Et puis c'est vrai qu'il y a la question. Alors moi, j'avais entendu ça. Je sais plus si c'était un éthologue ou enfin toi quelque chose comme ça, et qui disait que pendant longtemps, on a essayé d'éviter l'anthropomorphisme en disant voilà, il faut pas voir dans ce que fait un animal, il faut pas essayer d'y voir quelque chose d'humain. Mais lui, même si c'est effectivement, faut essayer de voir ça à travers un autre prisme, mais il dit mais parfois peut-être aussi que vouloir à tout prix ne pas faire d'anthropomorphisme, ça nous a fait passer à côté de certains trucs. Parce que peut-être qu'il y a des animaux qui font des choses qui ressemblent à ce que ferait un être humain, mais peut-être qu'il le fait pour exactement les mêmes raisons. Oui. Et qu'il n'y aurait pas tant de différence que ça entre l'intelligence animale et l'intelligence humaine. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je pense que c'est quelque chose d'assez récent, mais on commence à comprendre qu'il y a des animaux, et pas uniquement des grands singes, hein, aussi chez des oiseaux, etc., qu'on peut parler de culture. Et on s'est rendu compte qu'il y a des oiseaux de la même espèce, mais qui venaient de deux régions séparées, ils n'ont pas les mêmes chants. Et tu vois, des choses comme ça, ou des cétacés qui viennent fou. pas, des cétacés qui viennent pas du même groupe, ils se comprennent pas. C'est excellent. Et il y a des grands singes, on s'est rendu compte qu'il y a certaines, je pense qu'on peut utiliser le terme de tribus, hein, parce que c'est des familles élargies, donc ouais, des tribus, des clans, appelez ça comme vous voulez, mais bref, des groupes de grands singes, il y en a qui ont réussi, qui utilisent des bâtons, des cailloux, des choses comme ça, et clairement comme des outils. Certains savent le faire, d'autres pas. Et Donc ça soulève la question de l'apprentissage, etc. Ouais. exactement. Et donc des choses que l'on croyait qui faisaient partie le propre de l'homme, hein. D'ailleurs, c'est une question qui habite certaines personnes, essayer de comprendre c'est quoi le propre de l'homme, mais peut-être qu'il y en a pas en fait. Voilà, il y a des choses que l'on croyait typiquement humains, savoir le langage, la culture, ça serait peut-être pas tant que ça humain. Alors encore une fois, voilà, faut prendre avec des pincettes ce que je viens de dire parce que je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Peut-être que j'ai dit des conneries dans ce que j'ai dit et si c'est le cas, je m'en excuse. Mais voilà, peut-être que j'ai mal retranscrit des choses que j'ai entendues, mais c'est des choses. L'idée qu'il y a des peut-être que ça fait pas consensus au sein de la communauté scientifique, mais je pense qu'on peut quand même parler d'intelligence ou de culture animale. Ça existe. C'est déroutant. Parce que, et je comprends l'idée de se dire, oui, on veut pas faire l'anthropomorphisme, alors on va pas, un singe qui utilise un bâton, on va se dire, ah, c'est peut-être qu'il a pas conscientisé le truc. Peut-être que si, en fait. Voilà. Mais je te laisse reprendre là où tu voulais aller. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que le bouquin, ce qu'il fait, c'est qu'il sème le trouble. C'est-à-dire qu'il prend quand même des éléments dont on a tous entendu parler quand on était en cours de philo et qu'on a commencé à réfléchir sur finalement qu'est-ce que c'est qu'être un être humain. Et il y a plein d'étapes. Alors pareil, hein, je suis pas un spécialiste des sciences, mais il y a quand même des choses qu'on identifie. Alors tu parlais de l'utilisation d'outils. Il y a la question du langage. Il y a après, tu vois, il y a développer des stratégies, etc. Et en fait, dans le bouquin, il sème le trouble avec tous ces trucs-là. Je reviens sur la question du langage, par exemple. C'est un truc qui domine l'œuvre, mais du début à la fin, quoi. Parce que, justement, c'est la première chose qu'il constate, c'est que quand il rencontre donc la Nova dans un premier temps, puis le reste de la tribu des singes, des hommes, justement, après, eh bien, ils parlent pas. Alors, ils parlent de ululement dans le bouquin. On pourrait imaginer un petit peu des bruits, des borborigmes, des trucs un peu, voilà, un petit peu, un peu animaux finalement. Et le truc, c'est qu'au fur et à mesure du bouquin, lui, il essaie d'abord d'assimiler le langage des singes, puisque les singes, tu l'as dit tout à l'heure, ont un langage à eux. Il enseigne son langage à Zira. Et derrière, il essaie d'enseigner aussi son langage à Nova, qui est donc une humaine qui va parcourir tout le roman avec lui, mais qui est donc une humaine, mais de cette planète-là. Donc c'est-à-dire qu'il y a pas, qui ne maîtrise pas du tout le langage. Donc pendant tout le bouquin, il y a cette question-là du langage qui traverse tout. La question des outils, moi, en reparcourant le livre tout à l'heure, je prenais des notes et je me rends compte que, par exemple, quand les hommes vont défoncer le vaisseau dans lequel il arrive parce qu'ils le découvrent,
il précise bien, et c'est là que j'aime bien, j'aime bien la littérature. Tu sais, quand je fais une parenthèse dans la parenthèse, hein, tu me pardonneras. Souvent, on dit quand on fait de la littérature au collège ou au lycée, oui, mais arrêtez de dire que tout s'explique, faut vous prêter des intentions à l'auteur. Bah non, c'est des gens qui maîtrisent ce qu'ils disent, donc du coup, ils savent très bien ce qu'ils font. Et là, en l'occurrence, il y a un passage quand même où il précise qu'il défonce la fusée sans avoir recours à des outils. Pour moi, c'est évident qu'à cet endroit-là, c'est un petit point c'est un petit point d'étape pour dire, regardez un petit peu à quel niveau d'évolution est-ce qu'ils sont. Ils sont Ouais. pas, ils sont pas à l'utilisation des outils. Donc Et, et ils puis il y a sont aussi, vraiment loin, loin, loin quoi. là, je pense aussi, moi, c'est aussi comme ça que je l'ai interprété. Sans même que le conscientise, il y a un rejet de tout ce qui est manufacturé. Et il y a même carrément un rejet de l'outil, parce que bon, là, on peut faire un spoiler. Les humains n'ont pas toujours été comme ça sur cette planète. Ils ont eu une civilisation, ils ont eu des outils, Ouais, et ils ont décidé, sans que ce soit volontaire ou non, mais toujours est-il qu'ils ont arrêté. Et donc, moi, je pense qu'il y a aussi cette volonté-là de montrer que ils veulent plus avoir. C'est même pas. Ouais, soit ils n'en sont plus là, enfin pas encore plus là, c'est façon de voir. Hein. Mais je pense qu'il y a aussi un rejet parce que dans cet univers-là, ceux qui ont des objets, c'est les singes. ouais. Et ça, c'est un truc qu'on va retrouver dans le film. Il y a la même chose. C'est un emprunt. Là, ça, c'est quelque chose que parce que La le scène des film vêtements est notamment, ouais. ouais, voilà, le film est assez différent du roman, mais ça, c'est quelque chose qu'ils ont repris quasiment à l'identique, dans le sens où les humains de cette planète-là ne supportent pas la vue d'un homme habillé. Pour eux, c'est impensable parce que ceux qui portent des habits, ce sont les singes. Bon, même si dans le film, ils sont vêtus de haillons pour des raisons. Voilà, en 1968, ils n'auraient pas passé la censure. Ils se sont posé la question. Hein. Est-ce qu'on les Ouais, mettrait pas mais ouais, parce qu'en plus ça soulève une grosse différence avec le bouquin, c'est le niveau d'évolution en fait. Parce ouais, que s'ils ont des peaux de bêtes sur eux, c'est qu'ils ont maîtrisé justement les outils nécessaires pour les fabriquer. Donc ouais, il y a un truc quand même. Moi j'y ai pensé pendant le film aussi, en regardant, je me disais, ouais, alors évidemment la censure, t'allais pas mettre des gens tout nus. Encore que au début, la scène où ils se baignent et compagnie, ouais, tu ils vois sont nus. qu'ils ont quand Ouais, même ouais. mis des hommes nus. Ouais. Donc tu te dis, ouais, ils ont quand même fait un truc un petit peu interdit, quoi. Mais ça va pas jusqu'au bout. Et en même temps, tu te dis, est-ce que on. Mais, je me suis vraiment demandé, est-ce qu'on accepterait de voir le film, même nous aujourd'hui en 2020, 22, de regarder un film où en permanence les êtres humains représentés seraient nus tout le temps. Et je suis pas sûr. C'est assez étrange parce que d'ailleurs, il y a un comics que j'aime beaucoup qui fait pas partie de l'univers de la planète des singes, mais qui bien évidemment s'en inspire, qui s'appelle The Humans. Et en fait, donc, c'est une histoire c'est un gang de motards, mais sur cette planète, enfin, dans cet univers-là, ce sont des singes. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un gang de motards et leur nom de gang, c'est The Humans, voilà, comme si sur nous, notre planète, il y avait un gang de motards qui s'appelait The Apes ou The Monkeys. Enfin, Ouais. et ils ont des humains de compagnie qui sont à poil. Et pourtant, c'est un comics et qui est pas du tout, c'est pas du dessin réaliste. Et c'est vrai que ça fait bizarre de voir un singe habillé en motard qui tient au bout d'une chaîne un humain qui est à poil. C'est étrange. C'est étrange. Mais ils se sont posé la question, et aussi hein, pour le langage. Hein. Ils ont envisagé de créer un langage pour le film, mais pareil, pour des questions de rythme, ils se sont dit que ça allait Ouais. prendre trop de temps. Et puis sur la question de est-ce que le public américain sera OK pour avoir un film où il y a une partie du film qui est avec des sous-titres. Chose Mhm. d'ailleurs qui sera osée dans les reboots des années 2010 parce que dans les reboots des années 2010 que tu peut-être pas vu, Dame. Non, je les ai pas vus justement. Et Et, j'allais te demander ce que t'en pensais. ouais, il y a d'excellentes choses. Il y a, tu vois, bon, c'est comme tout, il y a à boire et à manger. Puis moi, j'ai l'écueil du je suis fan du film de 68, donc forcément, quand quelqu'un joue avec ton jouet préféré, il y a des fois, ça ne fait pas plaisir, mais est-ce qu'on est vraiment objectif? Je ne sais pas. Mais non, il y a des choses, et notamment, là, pour le coup, il y a une prise de risque. Je pense, bon, c'est pas un spoiler énorme de le faire. Dans les reboots, les singes ont un langage, mais pas un langage articulé, ils utilisent le langage des signes. Ce qui fait que D'accord. Ah, c'est intéressant. quand les singes parlent, c'est sous-titré. Et donc notamment le deuxième, donc le reboot, c'est une trilogie, il y a 3 films, et le deuxième film, pendant au moins une demi-heure, il n'y a quasiment aucune phrase de prononcée.
C'est Ok. que des sous... Ouais. Ça, c'est... Honnêtement, pour un film à gros budget américain, c'était très ambitieux. Et ça fait partie des choses où, voilà, où je dis bravo, vous avez respecté le matériel d'origine et vous avez essayé d'aller plus loin que ce qui avait été fait dans le film original. Mais effectivement, pendant la période de pré-production, ils s'étaient demandé, ils avaient réfléchi en se disant est-ce qu'on n'utiliserait pas, notamment, je crois qu'ils avaient pensé à faire un langage avec un mélange de polonais, d'allemand, de trucs comme ça pour faire un langage un peu guttural. Et puis finalement, ça n'a pas été plus loin que ça, hein. Je pense que personne n'a même été jusqu'à créer un vocabulaire, mais ils se sont posé la question, tout de même. Parce que oui, mais comme à l'époque, de toute façon, des films où des extraterrestres parlent anglais, il y en avait plein. Bon, bah Ouais, finalement, c'est ça. ils ont opté pour cette formule-là qui, je crois, à l'époque, n'a pas choqué grand monde. Bah d'ailleurs, tu vois, autant la question du langage est importante, par contre, la question de l'apprentissage du langage l'est pas du tout. C'est-à-dire que quand il enseigne son langage à Zira et que lui, il apprend le langage des singes, puisque le personnage d'Ulysse reste 1 an sur la planète, il dit en gros, oh là, moi j'ai appris ça en quelques semaines. J'ai appris en quelques mois la langue et elle a appris en quelques semaines. Et Oui, du coup, hop, c'est bon, c'est réglé, maintenant on se comprend. Il y a un côté genre, bon, on va pas s'emmerder à entrer trop dans les détails et voir le temps que ça prend. Voilà, on prend comme idée, c'est bon, maintenant on se comprend. mais C'est- de toute façon, tout l'aspect science-fiction, Pierre Boulle, c'est pas ça qui l'intéresse. Et c'est intéressant pour ça. Ouais. Moi, je trouve que La planète des singes, donc le roman de Pierre Boulle, si on devait le ranger dans une catégorie, c'est presque plus un conte philosophique qu'un roman de Oui, SF. Même si complètement. il coche toutes les cases du roman de SF, mais toutes les parties pareilles, la partie où ils vont expliquer le voyage à la vitesse supraluminique, je pense que ça, je sais même pas si ça fait un paragraphe dans le roman. Ouais. C'est expédié en quelques lignes, alors qu'en 1963, je pense que c'est quand même pas un concept qui est, je sais pas si c'est un concept qui est si répandu. Nous, on a mangé tellement d'œuvres de SF qu'on n'a pas besoin de t'expliquer, oui, la vitesse de la lumière, ok, c'est un truc qui est acquis. Mais lui, il te l'explique, voilà, en quelques lignes. Bon, bah voilà, quand tu dépasses la vitesse de la lumière, ton temps à toi passe moins vite que le temps de ceux qui restent sur Terre. Bon, voilà. Nous, ça a duré Mm. quelques années le voyage. Sur Terre, il s'est passé plusieurs siècles. Alors, hop, on passe à la suite. Ouais. C'est pas du tout ça qui Ah l'intéresse. ben je l'ai devant moi, c'est un paragraphe. C'est vraiment hyper rapide et effectivement, mais après c'est une des grandes qualités du livre, hein. Moi je le recommande très souvent ce livre et souvent un des premiers trucs que je dis c'est mais essaye, c'est hyper court. Tu vas le lire en 2 après-midi quoi. C'est 190 pages, c'est enfantin. En plus le langage n'est pas compliqué. Et puis Il y c'est a pas segmenté, c'est des chapitres très courts. Ouais, ouais, en Donc, plus, il a un rythme de malade, hein, ce bouquin. C'est hyper agréable à lire, hein. Ça fait partie des bouquins, moi, que j'ai trouvé les plus faciles à lire, alors que niveau fond, il y a de quoi faire, quoi. C'est le genre de bouquin que tu reposes et après tu cogites. Et c'est pour ça que je l'avais aimé à la première lecture. est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui t'ont marqué, mis à part la relation entre l'homme et l'animal? Bah, en fait, il y a un truc qui m'a marqué à la deuxième lecture que j'avais pas trop vu, alors que franchement, je m'en veux de pas l'avoir vu à la première lecture. C'est le personnage de Nova. En fait, il y a quand même des petites critiques à formuler au sujet du bouquin. On est en 1963 et ça se sent. C'est-à-dire que le personnage de Nova, c'est donc l'humaine qui attire l'attention de Ulysse dès les premières pages, c'est un morceau de viande, hein. Oui, bah voilà, tu peux expliquer pourquoi elle retient son attention au départ. Ah bah c'est parce qu'elle est belle. Ouais, ah ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et c'est pas uniquement qu'elle est belle, hein, c'est oh là là, qu'est-ce qu'elle a un corps magnifique. C'est hallucinant à quel point. Voilà, j'avais souligné des phrases. Les premières phrases, c'est c'était une femme, une jeune fille plutôt, à moins que ce ne fût une déesse. Un petit peu plus loin, le corps le plus parfait qui puisse se concevoir sur la terre. L'ensemble de sa forme hypnotisée. Et c'est extrêmement phallocentré en fait. Et il y a plusieurs moments assez gênants, hein, d'ailleurs là-dessus. Ouais, si je voulais défendre Pierre Boulle, je pense qu'il a peut-être aussi fait ça dans le sens où, quand il la regarde, parce qu'il me semble qu'il fait aussi un peu la même description pour les hommes, même s'il insiste peut-être un peu moins sur leur corps, mais qu'en fait, c'est tous des statues grecques. Ils sont tous Oui. magnifiques. Et je pense que là-dessus, il avait peut-être envie de jouer, peut-être sur ce biais qu'on a, tu sais, ce biais, alors peut-être que ça a un nom, mais qu'on prête aux gens qui sont beaux des qualités qu'ils n'ont pas. Mm. Et là, tu vois, ce décalage entre cette femme d'une grande beauté, qui en plus de ça, juste après cette description, parce que donc ils sont trois êtres humains et accompagnés d'un chimpanzé qui est un animal, enfin,
pas domestique, mais enfin si, c'est apprivoisé. Quand elle voit le chimpanzé, elle le tue avec une violence. Ouais. Donc je pense, voilà, pour me faire un peu Hector. l'avocat du diable, je pense que Nova est décrite aussi belle pour que le décalage entre le fait que ce soit un animal, en fait, pour que ce soit vraiment choquant. J'imagine que c'est ça le procédé qui est derrière, même si je suis d'accord, hein, la description en 2022, ça passe plus. Alors en fait, je pense il y a deux choses. Il y a des endroits où c'est utile, vraiment, dans le récit. Alors tu parlais de l'effet de contraste entre le moment où il la découvre et le moment où elle bute donc le singe qui s'appelle Hector. C'est vrai que ça donne un effet de contraste. Il y a d'autres endroits où c'est intelligent et bien utilisé, notamment il y a tout un moment où en fait ils font des expériences sur les humains en essayant de les faire s'accoupler en captivité. Et lui, en fait, ça le répugne parce que il se rend bien compte qu'il il y a un côté quasiment interespèce qui le gêne. Genre, elle n'est pas consciente, donc ce serait. En fait, il n'utilise pas le mot, mais tu sens bien que l'idée, c'est. Mais ce serait un viol, techniquement. Ouais, Donc, oui, il y a. ou de la zoophilie, Oui, c'est ça. ou même Mais presque, on peut même mettre ça, enfin pas sur la, je sais pas si le terme pédophilie est bon, mais parce que oui, elle est parce pas, que. c'est pas tout à Oui. fait, il y a un côté, il la traite un peu comme un enfant. En plus de ça, il le précise au début. Elle est jeune. Ouais, Il ouais, dit pas, mais il dit jeune fille, tu vois, il dit pas jeune femme, il dit jeune fille. ouais. Donc, Non, non, c'est vrai que toute la relation entre Ulysse et Nova, elle est ultra glauque. ah oui, c'est hyper malsain. Et en fait, pendant tout le bouquin, tu sens bien qu'il a une espèce de d'attraction-répulsion. En plus, il est violent avec elle à certains moments. Il y a un moment notamment où il la manipule en lui envoyant des jets de lumière dans la gueule quand il a une lampe de poche qui lui est donnée par Zira. Et il le dit en plus, il dit je le fais par pure méchanceté. Enfin, il y a des endroits qui sont vraiment bizarres. Et en même temps, tu vois, à la fin, spoiler alerte encore une fois, mais elle finit par être enceinte. Ce Ouais. qui veut bien dire quand même qu'à un moment donné, il a fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit enceinte. Ah oui, Et il l'a même fait avec les singes qui les observent, donc c'est ça, bien sûr. ouais. Oui, d'ailleurs un peu sous la contrainte lui-même. Et de la même manière, Zira, qui est donc, parce qu'on n'a même pas introduit pour les personnes qui connaîtraient pas le bouquin, mais Zira, donc, qui est une chimpanzée qui est chargée de faire des études en fait scientifiques sur les spécimens humains, et qui du coup se rend compte qu'Ulysse c'est quelqu'un d'un peu exceptionnel. Elle-même, elle trouve cette relation contre nature et à plusieurs moments, on sent qu'elle est répugnée quand il a justement quand elle sent qu'il se rapproche de Nova, il la quitte pendant un moment, il la retrouve, il est heureux de la retrouver, il va la serrer dans ses bras, ce genre de truc. Et elle, à chaque fois, elle est réticente. Alors il y a deux trucs parce que non seulement elle, même si c'est pas dit directement, elle tombe un peu amoureuse de lui aussi parce que elle est fascinée par son intellect, etc., etc. Donc voilà, il y a tout un truc. Et d'ailleurs, ils s'embrassent à la fin, je crois. Ouais, Euh, mais et d'ailleurs, oui, mais c'est, enfin non, 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 justement, dans le film ils s'embrassent, mais pas dans le roman. Dans le roman, elle refuse parce qu'elle Ah lui oui, c'est dit ça. qu'il est vraiment trop laid. Dans Oui, c'est ça. le dans, dans le film, elle accepte en lui disant, elle dit, même si vous êtes vraiment trop laid, elle se laisse faire. Mais là, non, elle dit non, là c'est pas possible. T'es vraiment. En plus, la description là, il y a beaucoup d'humour hein, dans ce roman. Et la description, il fait une description de Zira qui est vraiment, il la décrit vraiment comme un animal pas attirant. Et donc, c'est Ulysse qui veut l'embrasser et c'est elle qui repousse ses avances en disant non mais c'est pas possible. Ouais. Mais il y a un Effectivement. truc, hein, il y a un truc un peu qui relève de l'amoureux hein, quand même entre les deux. Hein. Ils ont des moments de jalousie l'un envers Oui, l'autre. oui, bah d'ailleurs, donc on n'a pas parlé de Cornelius non plus. C'est vrai qu'on part du principe que les auditrices et les auditeurs de Cornelius et Zira savent qui sont Cornelius et Zira. Mais bon, on va quand même préciser si jamais vous êtes venu là par hasard. Donc Cornelius est le fiancé de Zira, lui-même scientifique. Et là, ça marche pour même si le personnage de Cornelius du roman est assez différent du personnage de Cornelius dans le film. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se superposent. Donc les deux sont des chimpanzés, les deux sont en couple avec Zira, les deux sont scientifiques. Mais effectivement, on va la voir un petit peu dans le film, mais c'est beaucoup plus marqué dans le roman. Cornelius va être un peu jaloux de la relation Ouais. qui est en train de se créer entre Zira et cet humain étrange, parce qu'ils n'ont pas le même nom dans le film et le livre. Mais là, on va parler d'Ulysse Mérou. Et Ulysse Mérou est aussi un peu jaloux de Cornelius, parce qu'il voit bien Ouais. quand Zira parle de Cornelius, elle a des étoiles dans les yeux. Et oui, parce que faut quand même reconnaître le personnage
Et là, ça marche aussi bien pour le film que pour le roman, je trouve. Tu seras peut-être pas d'accord avec ça, mais pour moi, le personnage le plus positif, c'est Zira. Et parce que Oui, si, bien sûr. Ulysse, que ce soit Ulysse Mérou dans le roman de Pierre Boulle et George Taylor dans le film de Frank Schaffner, à bien des égards, c'est des sales cons. Ah oui, ils sont détestables à plein d'endroits. Hein. Ah oui. Bah, dans le film, il est extrêmement hautain. Égoïste ouais, c'est un mec qui a un melon pas possible. Et dans le bouquin, on sent qu'il est en perdition en fait au début, mais il a un putain de boulard aussi. Ah ouais, c'est évident. Oui, clairement, Pierre Boulle s'amuse à tourner en ridicule Ulysse Mérou, quoi. C'est assez marrant. Ouais. Bah oui, et d'ailleurs, j'allais y revenir, mais pour la jalousie, il y a un passage que je trouve vraiment intéressant et qui rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la différence entre l'homme et l'animal. C'est qu'il y a un moment où, en fait, il refuse de s'accoupler avec Nova. Et donc, le singe, encore un singe important dans l'histoire, donc qui est Zaius. Faudra que tu m'expliques d'ailleurs pourquoi tu as choisi ce pseudo. Ouais. Parce que Zaius, c'est quand même un des personnages les plus détestables du bouquin comme du film. Mais bon. Et en fait, quand Zaius arrive, lui, il dit foutez-moi, en gros, cette humaine, vous la mettez ailleurs. Et du coup, ils la mettent dans une autre cage. Là, la petite cérémonie prénuptiale, va-t-on dire, s'engage. Et là, Ulysse, il pète complètement un câble et il se met à faire une crise de jalousie dantesque, à monter sur les trucs, hurler, avoir la bave aux lèvres et tout. Et il le dit, à ce moment-là, il est dans un état second, quoi. Et c'est rigolo parce que je trouve qu'à cet endroit-là, Pierre Boulle rappelle aussi le côté, mais vous savez, l'aspect civilisationnel de l'être humain. Il est juste une espèce de carcan social qu'on met sur toutes nos pulsions et à cet endroit-là il dit regardez, non mais en attendant vous mettez une histoire vous mettez une histoire de cul en gros, ça va bien changer les choses et effectivement je trouve que c'est un moment un peu piquant quoi, parce qu'à cet endroit-là il est non seulement déshumanisé, mais c'est même pas juste déshumanisé pour être transformé en animal, c'est qu'à cet endroit-là il montre vraiment un truc moche de sa personnalité quoi. Mais il y a aussi il y a d'autres moments dans le roman. Je pense qu'il y a un moment où parce que ce qu'il faut dire aussi, donc au bout d'un moment, Ulysse Mérou va finir par être accepté dans la société des singes et même par être considéré comme l'égal de certains singes. Ce qui explique aussi pourquoi Zira a du mal à comprendre pourquoi il veut continuer à vivre avec. Enfin, pourquoi il veut parce que dans un premier temps il vit tout seul et pourquoi il exige de vivre avec Nova. Pour elle, c'est incroyable parce que pour eux ils l'ont accepté presque comme un des leurs. Et il y a une soirée, je crois, où il est un peu alcoolisé et il voit plus des singes, il voit des humains. Et il y a une autre scène qui est très importante et Pierre Boulle dit que c'est une des choses qu'il a vécues qui lui ont inspiré la planète des singes, c'est qu'un jour, Pierre Boulle a visité la Bourse de Paris. Ah oui, cette scène-là, elle est ouf. Ouais. Et en voyant les gens, la manière dont se comportaient les gens à la Bourse de Paris, il s'est dit, mais on dirait pas les êtres humains. Et donc, il y a une scène dans la bourse des singes qui est complètement dingue et donc qui est retranscrite. Et pareil, là, Ulysse Mérou en sort complètement abasourdi de cette scène. Et il me semble qu'il y a aussi dans le roman qui dit quelque chose comme ça, qu'il y a un moment, il voit plus trop la différence entre les singes et les humains finalement. Ouais, c'est absolument. Bah, c'est page 152 si vous avez l'édition Pocket. Elle est assez dingue cette scène parce qu'en plus de ça, elle arrive à la fin du bouquin. C'est-à-dire, t'as l'impression qu'à cet endroit-là, il n'y a plus grand-chose à apporter de nouveau. Et pourtant, il y va, quoi. C'est un moment intéressant, ouais. Et c'est un truc qui sera repris dans le 3e film de La planète des singes parce que, étonnamment, à pas mal d'égards, des 5 films de la saga classique, celui qui a beaucoup de points communs avec le roman de Pierre Boulle, c'est le 3e film, Escape from the Planet of the Apes, donc Les Évadés de la planète des singes en VF. Et donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est Zira et Cornelius qui se retrouvent sur la planète des hommes. Et, donc, et qui se retrouvent, qui finissent aussi par faire comprendre qu'ils sont intelligents, qu'ils sont acceptés dans la société humaine. Et on décide d'emmener... Alors ça, c'est assez amusant parce qu'on emmène Zira à une assemblée de femmes. Et dans le même temps, Cornelius, on l'emmène à un match de boxe.
Et on demande à Cornelius comment il trouve ça. Et donc il y a tout le monde qui est en furie en regardant deux types en train de se cogner dans un ring, enfin sur un ring plutôt. Et donc le seul qui est assis et qui est pas en train de crier, c'est Cornelius, qui regarde ça avec des grands yeux. Et on lui demande comment est-ce que vous trouvez ça, et il répond bestial. Ouais. Et ça, je pense, je sais pas, que c'est quelque chose. C'est Paul Den qui a écrit le scénario de Escape from the Planet of the Apes. Je pense que Paul Den, là, à mon avis, il s'est inspiré. Alors, soit il a eu la même idée que Pierre Boulle, soit il s'est inspiré de Pierre Boulle, mais il y a cette idée, oui, que parfois on fait des trucs. Peut-être que les animaux, s'ils nous observent, doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de tarés, quoi. Mais oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que la seule différence à certains endroits, c'est juste qu'on établit des règles. Mais sinon, c'est des comportements qui sont, tu vois, montrer le plus fort, asservir l'autre, enfin, tu vois, mais simplement, on a mis des règles. Voilà, et ça fait de ça une activité humaine. D'ailleurs, c'est marrant, il y a même tout un moment où il y a des rapprochements en fait entre la société des humains et la société des singes. Et notamment, tu vois, on revient sur la question de qu'est-ce qui différencie l'être humain de l'animal. Il y a une réponse qui est apportée parfois, c'est justement l'art. Et en fait, on se rend compte que dans la société des singes, il y a des artistes. Ils avaient inventé, ils avaient inventé. Il y avait des impressionnistes, d'après ce qu'ils disaient. Et puis, il y avait du sport. Il parlait notamment, il y a un moment où il parle de voir des activités d'athlètes type. Je me souviens qu'il y a un truc genre du saut à la perche, où il dit en gros, ils sont tellement habiles que ça devient complètement délirant, en fait, les capacités qu'ils ont pour faire certaines activités, quoi. Il fait un parallèle. La société des singes est un miroir de la société humaine. Ça, c'est. Ouais. Bon, je pense que là, on enfonce une porte ouverte en le disant. Ouais, mais en même temps, il y a une raison. Alors, c'est là que je vais faire le pont avec le film. Tu vois, quand j'avais lu le bouquin la première fois, j'étais convaincu que je connaissais la fin. Parce que je connaissais la fin du film. Or, la fin du bouquin est assez différente. Et c'est là que j'ai besoin de toi. Alors, du coup, là, c'est vraiment le moment spoil. Si vous n'avez pas lu le bouquin, je pense vraiment que là, il faut faire un arrêt. Parce que c'est vraiment quelque chose de différent. Et là, pour la peine, c'est bien de le découvrir dans le bouquin. La planète Soror, dans le bouquin, est une planète différente. Oui, c'est vraiment une planète alien. C'est vraiment une planète alien. Et donc, sauf que moi, en fait, quand j'avais découvert le bouquin, j'étais en mode, je sais que ça se passe sur la planète Terre, tu vois. Et c'est rigolo de voir que, et c'est en ça que je trouve que le film est bien réussi. C'est-à-dire que dans le bouquin, moi, j'avais l'impression tout du long que Pierre Boulle, moi, j'avais le film en tête, j'avais la conclusion du film en tête, et j'avais l'impression que Pierre Boulle allait vers cette conclusion-là aussi. Et du coup, en lisant, je me disais, mais il nous dit tout depuis le début. C'est-à-dire que depuis le début, le nom de la planète qui s'appelle Soror, les différentes choses qu'il observe chez les singes, les différentes choses qu'il observe chez les humains, etc., etc. En fait, à chaque fois, tu te dis, mais en fait, il est en train de nous dire qu'ils ont juste fait une boucle et qu'ils vont juste se rendre compte qu'ils sont allés plus loin dans le temps. Et en fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à la fin du bouquin, non, c'est vraiment une planète sœur. Sauf que le point commun, c'est que la planète sœur est sœur au point que les êtres humains, au moment de leur disparition, sont arrivés au même niveau d'évolution que la planète que la planète Terre, d'où lui vient en fait. Et dans le film, lui, il décide de dire, bah non, en fait, ils ont bouclé parce qu'il y a eu tout ce moment avec le vol au début. On sent que ça s'est pas bien passé et puis ils sont tombés dans le coma. Donc, on ne sait pas ce qu'a fait la navette, en fait. Ils n'étaient pas dans le contrôle, contrairement au roman. Et donc, du coup, ils reviennent sur la planète Terre. Mais on est bien d'accord, c'est bien ça, la distinction entre les deux, la vraie grosse distinction entre les deux. Oui, il y a ça. D'ailleurs, la fin du film, Pierre Boulle ne l'aimait pas. Ah ouais. Alors que c'est vrai qu'à peu de choses près, ils disent quand même plus ou moins la même chose, puisque dans le roman de Pierre Boulle, la Terre va subir la même évolution. Et d'ailleurs, il y a un deuxième plot twist. C'est parce que, en fait, le récit de la planète des singes est un récit enchâssé, puisque les deux premiers chapitres, là, je parle de mémoire, peut-être je me trompe, on va dire le début du roman, c'est deux voyageurs, de même touristes, parce que c'est comme ça qu'ils sont présentés, si je ne me trompe pas, touristes de l'espace, qui sont à bord d'un vaisseau de plaisance, parce qu'il est vraiment décrit comme un bateau, qui trouvent l'équivalent d'une bouteille à la mer, mais qui est une bouteille dans l'espace, et donc qui lisent le récit, le témoignage, écrit par un certain Ulysse Mérou, et donc écrit en terrien. Et coup de bol, un des deux touristes de l'espace connaît le terrien. Et donc il est capable de déchiffrer ce manuscrit. À la toute fin du roman, on reboucle donc une fois que Ulysse Mérou et Nova parviennent à retourner sur Terre. Enfin, Nova c'est la première fois, mais Ulysse Mérou il retourne sur Terre, mais donc des siècles et des siècles après son départ. Et là ils arrivent à Orly et pas de bol, c'est des gorilles qui les accueillent et pas des êtres humains. Et donc il y a encore un chapitre derrière et on se rend compte que ces fameux touristes de l'espace, ce sont des singes. Et on comprend que partout
dans le système, enfin en tout cas dans les différents systèmes solaires qui sont habités, c'est l'évolution qu'il y a eu. C'est toujours. Et d'ailleurs, les singes n'en croient pas leurs yeux. Pour eux, c'est une fantaisie ce qu'ils ont lu, c'est une fiction, parce que pour eux, c'est impensable Ouais. qu'un humain ait pu écrire quelque chose comme ça. Et donc, ouais, et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui, moi, c'est un de mes regrets, qui a jamais été exploré dans tout le lore de la planète des singes. Imaginez un truc qui se passe avec des singes qui ont conquis tout l'univers. Ça, c'est un truc, faire un space opéra, moi, que j'appelle de tous mes voeux. Hein. Un space opéra avec des singes, je serais vraiment ravi. Bref, voilà, tout ça pour... Donc oui, la différence en soi, elle est pas énormissime, mais puis, voilà, Pierre Boulle n'a jamais aimé cette fin. C'est marrant parce que effectivement, il la propose quand même. Alors après, peut-être que lui, il aurait aimé justement qu'elle se fasse en 2 temps, comme il le fait dans son roman, j'en sais rien. Mais, euh, mais ouais, moi je trouve que c'est des fins qui sont très complémentaires, mais par contre qui m'ont mis un mindfuck Ouais. à la fin de la lecture du livre en me disant attends, mais du coup j'ai bien compris ou j'ai pas compris? Et c'est juste là en relisant, en me souvenant de ça, que j'ai fait attention à me dire non, Soror, faut vraiment accepter, Soror est une autre planète. Il n'y a pas de. Il y a aucun pont qui te laisse deviner que ce serait une boucle ou quoi que ce soit. Non, non, c'est bien une autre planète avec finalement une destinée différente. Et encore, bah non, finalement pas. Ouais, Par finalement rapport parallèle, à. parce que Ouais, parce qu'au final, ce que vit Ulysse Mérou sur Soror, a priori en parallèle est en train de se passer la même chose sur Terre. ouais, parce que c'est Euh, 700 ans la différence du temps ouais. du voyage. Et donc, il a au moins 1400 ans d'écart. Sachant que dans le bouquin, il a la désévolution et l'évolution des singes, du coup, qui n'en est pas une d'ailleurs, on va y revenir, elle dure 10 000 ans. Ouais, c'est ça. Et ça j'ai beaucoup aimé dans le livre aussi. L'idée que. Alors, c'est plus développé dans le film sur l'aspect religieux. Mais en fait, il y a une anomalie dans le bouquin qui est soulevée par les. Donc, il y a une société de caste avec les gorilles, les chimpanzés et Les les orang-outans. orang-outans. Et en fait, dans le bouquin, on comprend que les orang-outans, en gros, ils ont acquis, comme ils ont beaucoup de mémoire, ils ont acquis un ensemble de connaissances encyclopédiques qui renouvellent, enfin qui renouvellent pas justement, mais qui pérennisent. Et les chimpanzés sont eux, par contre, ceux qui ont suffisamment d'intelligence pour aller chercher justement, pour essayer de gratter en dessous de la surface. Et le truc, c'est que tu comprends que les 10 000 ans d'évolution, en fait, enfin les 10 000 ans d'hégémonie des singes, elle arrive comme de façon hyper brutale. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils arrivent et ils ont la connaissance du langage, ils ont la connaissance de l'industrie, ils ont tout. Et l'idée, c'est merde, d'où ça vient ça? Et donc, c'est là qu'on arrive sur la conclusion de en fait, il y avait une société humaine qui a dégénéré en fait très rapidement. Et dans le bouquin, dans le bouquin, on sent juste que c'est genre, on n'essaie pas de savoir d'où ça vient. Alors que dans le film, là où j'ai trouvé que c'était vraiment malin, c'est la fin du film est vraiment très très haut, je trouve, en termes de qualité. Quand arrive la scène où ils sont sur la plage, etc., et puis il y a Zaius qui les tient un peu enfin, qui les menace et tout. Et au moment où Zaius est en otage, tu comprends que les orang-outans sont intelligents, mais ils sont intelligents d'une façon malicieuse en fait. Dans le roman, on sent qu'ils ont un ensemble de connaissances, mais qu'ils sont cons finalement, Oui. parce qu'ils vont pas essayer de savoir quoi que ce soit. Dans le Le film, c'est le docteur contraire. Zaius, ouais, le docteur Zaius du film est beaucoup plus intéressant que le docteur Zaius de Pierre Boulle. Oui, ah oui, oui. Et parce que justement, lui, tu comprends qu'en fait, il a compris ce qui Ah s'était oui, oui, passé. il le sait Et depuis il le est, début. voilà ça. Et en fait, ça fait des orang-outans des espèces de gardiens du temple, quoi. Oui, ah, c'est C'est non, exactement ça. il faut qu'on garde le secret sur nos origines. Et c'est là qu'arrive la question de la religion, et qui est pas explorée dans le bouquin puisque les personnages n'ont pas les mêmes enjeux. Mais dans le film, j'ai adoré. Il y a un passage où ils disent, il est gardien. Alors c'est quoi? Il est ministre de la science et ministre de la foi ou un truc comme ça. C'est Et, ministre de la Science et défenseur de la foi. ouais, c'est ça. Et là, tu dis, mais vous voyez pas l'impossibilité enfin, la confrontation des deux, c'est impossible. Sachant que ça existe aussi dans d'autres sociétés, hein, Oui, et j'y reviendrai après parce qu'il y a une lecture moderne de la planète des singes qui est assez flippante hein, sur je pense notamment la société états-unienne qui introduit le créationnisme dans l'école. oui, bah c'est C'est- exactement ça. Hein. Ouais, et je pense que t'as ça aussi, dans. Bah, je pense que t'as ça. Je me demande, c'est pas en Iran que t'as ça aussi. Et en fait, t'as plein de trucs qui sont, bah ouais, qui sont décalés. Et là, en l'occurrence, ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté. Non, non, mais Zaius, il sait. Il sait. Il est le gardien d'un truc pour éviter que la société se pète la gueule. Et en même temps, c'est marrant parce que quand tu comprends
ce qui est arrivé à l'humanité, Zaius est finalement on pourrait se dire que du coup il garde une organisation par caste qui l'arrange bien, et en même temps, en gardant ce truc secret, ça évite de tomber dans le travers des humains, et il y a un côté genre mais non, mais il vaut mieux pas le savoir en fait. Et c'est marrant parce que c'est ambigu. Quand tu vois la fin du film, donc là vraiment on parle du film, quand tu vois la fin du film, il y a une partie où t'es malgré toi, t'es obligé de te dire, est-ce qu'il a complètement tort? Mais oui, elle est hyper dure la fin du film. Oh, elle est hyper dure. Donc en fait, quand Charlton Heston part avec, en plus je sais pas si elle s'appelle Nova ou pas dans le bouquin. Dans le film, ils ont gardé c'est Nova. Ah ouais. Donc quand elle part avec lui à cheval, en plus tu vois, il y a pas beaucoup de trajet à faire. Hein. Il part à cheval et il fait 2 plages et pouf, il tombe sur la fameuse statue de la liberté. Et en fait, il y a le sourire narquois de. Je sais plus ce qu'il dit. En gros, c'est genre. Qu'est-ce qu'il va découvrir et puis il répond un truc du genre. Quelque chose qu'il n'a pas envie de savoir ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment il le formule. Quand Charlton Heston, quand Taylor part, il explique, parce que donc il est avec des chimpanzés qui sont ses amis, donc Zira, Cornelius et le neveu de Zira, et qui lui demande, mais pourquoi? Parce que oui, il va s'enfoncer dans la zone. Donc, faut expliquer. Hein, donc, à la fin du film, ils vont dans une zone que les singes appellent la zone interdite. C'est interdit d'y aller. Et pour cause, pour 2 raisons, parce qu'elle est probablement radioactive, et aussi parce que là, il y a des restes de la civilisation humaine, et qui sont effectivement qu'à quelques jours de marche de là où se trouvent les singes, donc il faut vraiment les empêcher d'y aller. Et donc, pour eux, c'est une aberration de s'enfoncer dans ce qui est pour eux un désert, qui est vraiment un désert. Et donc, oui, je crois que c'est Zira qui demande d'abord, le docteur Zaius, peut-être dans un rare moment on va dire, d'un peu d'empathie envers Taylor, lui dit, vous n'aimerez peut-être pas ce que vous allez trouver. Parce que quand il s'interroge sur, mais qu'est-ce que vous allez faire à vous enfoncer dans ce désert, lui, il dit, je veux comprendre. Je veux comprendre c'est quoi le secret de cette planète. Et effectivement, Zaius lui répond, vous n'allez peut-être pas aimer ce que vous allez trouver. Parce que lui, il sait. Il sait ce qu'il va trouver et il devine bien quelle va être la réaction de Taylor, qui est forcément il le prend pas tellement bien. Ouais. Donc, ah non, cette fin, mais même moi, j'ai beau l'avoir vue 50 fois, elle me glace le sang à chaque fois. Elle est glaçante pour tellement de raisons. En fait, il y a ce truc-là, il y a la fameuse révélation. Il y a aussi le destin de Cornelius et Zira, parce que en fait, je sais qu'elle est suite au film, mais moi je le vois comme un film unique en fait. Oui, il a été pensé comme ça. Hein. Quand à la fin, il dit qu'est-ce qu'ils vont devenir, il dit je vous arrête pour blasphème hérésie, en gros, hein. Ouais. Et pour hérésie. Et tu sens bien que la sanction, ça va être, ils vont être tués. Hein. Ça fait pas un pli. Hein. Donc t'as lui qui va se rendre compte que de toute façon, il est seul être humain sur cette planète. Donc de toute façon, il est voué à mourir de faim, voilà, parce qu'il n'est pas adapté à ce monde-là. Et puis en plus, il est plus ou moins une proie, quoi, finalement, pour cette société. Donc il va claquer de toute façon. En plus, il est dévasté parce que il comprend à cet endroit-là que l'humanité s'est effondrée. Les deux vont se faire arrêter. Et là, le film s'arrête. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. J'ai adoré ça. J'ai adoré ce choix. C'est l'écran devient noir et il n'y a pas de musique, il n'y a rien. T'entends juste le bruit de la mer. Et là, tu te dis, waouh! Mais la musique s'arrête un peu avant. Quand il découvre la Statue de la Liberté, il n'y a plus de musique. Et ça, là-dessus, il faut aussi remercier Jerry Goldsmith. Donc c'est lui qui a composé la partition de ce film-là, et aussi justement de Escape from the Planet of the Apes. Il en a fait 2 sur les 5 films de la saga classique. Et il y a beaucoup de choses où c'est lui qui a dit non, là il faut pas mettre de musique, ou parfois c'est très minimaliste. Et ça, c'est des choix de Jerry Goldsmith de vouloir. Il s'est dit non, mais là ça sert à rien de mettre de la musique. C'est t'as juste le ressac des vagues, et c'est une fin qui est glaçante. De toute façon, ça fait partie des fins les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Hein. Il n'y a pas beaucoup de films qui ont des fins qui dépassent ce truc-là, quoi. Mais d'ailleurs, il y avait un brouillon à ça, parce que ça vient de... Alors, il y a débat. Il y a plusieurs personnes se sont attribuées la fin du film. Mais il y a Rod Serling qui a travaillé sur le scénario de La Planète des Singes. Et Rod Serling, c'est lui qui a créé la 4e dimension. Et il y a un épisode de Twilight Zone
qui a une fin, qui a une histoire assez similaire, sauf que, c'est-à-dire que, de toute façon, la Twilight Zone, c'est à peu près, c'est une demi-heure à peu près les épisodes, et donc imagine si, donc on va juste pour les auditrices et auditeurs qui auraient plus en tête, ou de toute façon, j'allais dire qu'on n'a pas vu le film. Si vous êtes encore là et que vous n'avez pas vu le film, on vous a bien gâché le plaisir. Mais la première demi-heure du film, ils sont à marcher dans le désert. Et ça dure assez longtemps quand ils marchent dans le désert. Carrément, ouais. Et imagine que, voilà, que, en fait, donc là je vais te déflorer un épisode de la 4e dimension. Imagine que pendant ce trek, en fait, ils se disputent entre eux, parce que de toute façon, ils voient bien qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde et qu'ils vont mourir de soif. Et donc imagine qu'ils s'entretuent et qu'à la fin, il ne reste plus qu'un qui a tué les autres pour prendre leur eau et qui se rend compte qu'en fait, depuis le début, il était sur Terre. Ouais. Donc il y a l'épisode à 4e dimension qui est dingue. Parce que c'est horrible de voir ces astronautes, ils sont plus nombreux, mais c'est horrible de les voir s'entretuer. Et, et le dernier, il se rend compte qu'en fait, depuis le début, il était dans le désert de l'Arizona. Ah la vache, c'est vachement bien hein, la 4e dimension. J'en ai déjà vu quelques-uns, c'est généralement... ouais, les fins sont toujours assez... c'est très amer. Hein. Ouais. Pour paraphraser quelqu'un que tu connais bien, ne regardez pas un épisode de la 4e dimension en étant dans la zone industrielle de Dunkerque, quoi. Oui, c'est ça, c'est super un déprimant. jour de pluie. Ouais. Ah ouais, c'est carrément ça. Et ouais, tu vois, j'ai le film devant moi et du coup je peux zapper dans les images, tu vois. Et c'est vrai, t'as raison, c'est 30 minutes hein, le truc du désert au début. Alors en plus c'est bien filmé, les dialogues ils sont assez rares, mais ils sont de bonne qualité, les acteurs sont top, faut le reconnaître aussi. Les décors sont beaux, enfin c'est un film qui a un charme vraiment dingue. Moi j'ai beaucoup aimé le regarder en tout cas. Oui, et ça pareil, c'était la volonté de Frank Schaffner. Ils ont fait beaucoup de repérages pour filmer. Et c'était important pour eux parce qu'à un moment ils s'étaient demandé est-ce qu'on va pas le tourner en studio. Et quelle bonne idée de l'avoir tourné en extérieur. Ah oui. Et donc effectivement tout ce passage dans le désert et Frank Schaffner voulait que ce soit long. Pour qu'on ait le temps de s'attacher aux personnages et que ce qui leur arrive pendant le safari, que vraiment pour que le spectateur soit choqué. Alors, d'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait rire. Donc au départ, ils sont 3 astronautes et il y en a un qui est noir. Et c'est le premier à se faire buter. Ouais. Ah ouais, mais ça, tu es ok. On est dans les années 60. Là, il n'y a pas de. Ouais, mais tu vois, c'est toujours un truc où tu te dis. Souvent, on a cette blague-là. Bah, d'ailleurs, c'est Thomas Njijol qui avait fait un sketch où il parlait ça. Il disait oh mon Dieu, ils ont tué Jackson. Et là, c'est exactement ça. Et en fait, à chaque fois, tu dis oui, c'est vrai, il y a le fameux truc de on tue le noir en premier. Et j'avais pas d'exemple en tête. Bah là, c'est bon, je l'ai, c'est celui-là. En plus, qui est décrit, c'est un personnage hyper positif, qui est décrit comme le scientifique ultime, pour qui seule la vérité est importante, etc. Il est décrit, enfin, franchement, ce personnage, vraiment, Dodge, le personnage de Dodge, il est hyper attachant. Et c'est que, honnêtement, quand tu le vois, mais c'est là où c'est réussi, parce que quand tu le vois se faire shooter... Ah bah t'as de la surprise, ouais. Tu peux pas t'imaginer que lui va lâcher aussi vite. Et d'ailleurs, il m'a fallu pas mal de visionnage pour me dire, mais attends, ils ont quand même pas fait ce truc où le premier qui meurt, c'est un noir. Et si... Et si, ils l'ont fait. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait dit, mais cela dit, il y a aussi cette idée, parce que tous les humains qu'on va voir dans le film, ils sont tous blancs. C'est tous des caucasiens. Et ça, alors peut-être il y a aussi ce truc-là de faire mourir le noir en premier, parce que il pourrait ça homogénéise la civilisation du coup. Ça pourrait être un indice que lui, il est pas comme ça, parce qu'on va le revoir ensuite, mais il est empaillé et sa peau du coup est beaucoup plus pâle. Oui, on voit moins qu'il est afro-américain. Et d'ailleurs, c'est différence avec le bouquin, ça aussi. Il y a quand même un devenir des personnages. Alors, du coup, ce personnage-là, il a un équivalent dans le livre. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Levin. Ouais, Levin. Donc Levin qui est le petit jeune de l'équipe qui se prend une balle en pleine gueule pendant la battue. Et derrière, il y a le personnage de Antel, donc qui était on va dire le scientifique émérite de la troupe dans le bouquin, qui lui disparaît pendant une grosse partie du roman, finalement est retrouvé dans un zoo, et il a désévolué, il est devenu animal au contact des autres. Donc il y a tout un truc sur, il essaie d'aller le voir et de lui parler, il se dit il ose pas trop se dévoiler parce que il a peur que ce soit pas safe.
Donc Ulysse retourne le voir un peu en catimini et il se rend compte qu'à ce moment-là, il est plus capable ni de comprendre, ni de parler, ni de rien. Il a complètement désévolué. Dans le bouquin, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est pas dit. On dit pas ce qui s'est passé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans le film, le deuxième personnage qui a un peu le même destin. Lui, par contre, on sait ce qui lui est arrivé, puisqu'il le retrouve avec une grosse cicatrice au niveau du front et on lui a retiré le. Alors, en plus, vraiment, j'ai reparcouru le bouquin tout à l'heure. Je pense qu'il complète un truc qui n'est pas dit dans le bouquin. Parce que dans le bouquin, il est bien précisé au moment des expériences sur les êtres humains qu'il y a un personnage qui en gros était brillant, intelligent. C'était un singe qui était un humain. Putain, c'est dur en plus de faire la transposition à chaque fois. Il y a un humain qui était un humain savant en fait, et ils lui ont retiré les lobes temporaux. Et ils disent en gros, depuis, il est devenu un légume quoi. Et c'est ce qui arrive au professeur Antel dans le bouquin, mais on revient pas dessus. Donc tu pourrais faire le lien, tu vois. Mais t'as pas la confirmation. Alors que dans le film, tu vois le personnage j'ai oublié son nom, puisque c'est Landon. Parentel, voilà, Landon, et lui, lui par contre, il l'attrape par le bras et le tourne, et là on voit une grosse cicatrice au niveau de la tête, qui est justement du coup au niveau du lobe temporal. Oui, Et c'est marrant puis, parce que tu sens que c'est tiré du bouquin, quoi. Bah, alors, oui et non. Ah ouais? Parce que, enfin, alors, disons que pour le coup, ils veulent vraiment montrer une lobotomie parce que John Chambers, hein, là, donc, qui était responsable des maquillages, il a regardé à quoi ressemblait une cicatrice suite à une lobotomie et il a fait le même maquillage. Voilà, donc là, c'est clair, net, D'accord. précis. Il n'y a pas de doute. De toute façon, quand Taylor voit Landon, il comprend tout de suite ce qui s'est passé. Et on peut d'ailleurs imaginer que Landon a eu une destinée à peu près semblable à celle de Taylor, dans le sens, il a été capturé pendant le safari, ils se sont rendus compte qu'il parlait, on s'est dépêché de le mutiler pour cacher la vérité. Mais Ouais. d'ailleurs, à ce titre-là, je l'ai déjà dit plein de fois hein, dans mon podcast, mais il existe un roman qui s'appelle Conspiracy on the Planet of the Apes, non, ou Conspiracy of the Planet of the Apes, pardon, et qui a été écrit et qui suit le personnage de Landon. Donc ils reprennent exactement le scénario de la planète des singes, mais au lieu que le personnage principal soit Taylor, c'est Landon. C'est assez. Ça va être intéressant. Ouais, c'est assez. Bon, ça n'existe qu'en anglais, hein, ça n'a jamais été. Et d'ailleurs, le bouquin est complètement introuvable maintenant. Mais ouais, c'est sorti à un assez petit tirage, mais c'est un roman que je me suis régalé à lire. C'est absolument génial. Mais bref, je referme la parenthèse. Mais là où je te dis que c'est peut-être vraiment une désévolution chez le professeur Antel, parce que, donc, comme tu le disais, hein, tu considères le film de 68 comme un film unique, et c'est le cas, il a été écrit comme un film unique. Effectivement, c'est induit que Taylor va mourir au bout de quelques jours, ou peut-être même qu'il va se tirer une balle dans la tête, et Zira et Cornelius, leur tête va finir dans le panier, ou en tout cas, ils finiront leur jour derrière les barreaux, mais dans tous les cas, on a détruit les preuves archéologiques qui étayaient leur théorie. Ouais. Leur théorie, c'est qu'il y a eu une civilisation avant celle des singes. Bon, même eux, leur théorie, c'est carrément que le singe descend de l'homme. C'est pas tout à fait ça. Mais soit, donc il y a eu rapidement, face au succès du film, ils se sont dit il faut faire une suite, ce qui à l'époque était pas du tout évident. Il y avait des suites qui existaient, mais on faisait rarement des suites à des grands films. Mm-hmm. Quand il y a eu l'idée de faire une suite, ils trouvaient pas de scénario, et pour cause, parce que va écrire une suite à ça. Il n'y a pas de suite possible. Et donc ils avaient un peu de mal et ils se sont dit mais pourquoi on ne demanderait pas à Pierre Boulle après tout? Et donc Pierre Boulle a écrit un traitement qui s'appelle La planète des hommes. Et donc alors je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais à la fin, les humains reprennent le contrôle. Donc Taylor arrive à éduquer des humains de cette planète et à renverser c'est même pas Taylor, c'est le fils de Taylor, qui s'appelle Sirius, comme dans le roman, et qui va mener une révolte des humains. Ils vont renverser la société des singes, et le docteur Zaius va finir dans un zoo et va perdre l'usage du langage. Il va redevenir un singe voilà. Donc, moi, c'est ce qui me laisse à penser que dans l'esprit de Pierre Boulle, vraiment, le professeur Antel, le choc a été tel que voilà, il a complètement dégénéré, quoi. Oui, surtout qu'en plus, on le précise dès le début, il est vieux. Et je pense que c'est ce qui permet aussi de comprendre ça. C'est genre, il est vieux, le choc est trop intense et boum, il fait il calanche carrément, quoi. Ouais, j'ai toujours vu comme ça aussi. Mais voilà, donc là finalement on a quand même parlé de beaucoup de choses. On a parlé Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter sur l'organisation politique de cette société si... J'ai toujours du mal à dire simienne parce qu'il me semble qu'il dit simiesque dans
Il me semble que dans le roman, il utilise l'adjectif simiesque, alors que en anglais, c'est simian. Et maintenant, dans les traductions, c'est. Enfin, maintenant, je lis plutôt simien que simiesque. Il y a une différence D'ailleurs, entre les deux. il y a une différence de sens, ouais. Simiesque, c'est l'imitation, et simien, ce serait vraiment lié à l'animal, quoi. Il me semble que c'est ça. Je crois que c'est ça. Faudrait vérifier, mais il me semble que oui, c'est de cet ordre-là. Que vraiment simien, ça, c'est vraiment ce qui se Comportement rapporte. du singe. Ouais, voilà. Et le simiesque, c'est l'imitation, ouais, je crois. C'est qui ressemble au singe. Oui, c'est ça. Simiesque, c'est ce qui ressemble au singe. Ouais. Un épisode de Cornelius Enzira serait-il un épisode normal sans la moindre parenthèse ouverte? Je ne pense pas. D'ailleurs, il faut absolument que j'ouvre une parenthèse parce que je viens de dire une bêtise. Alors, le terme simiesque apparemment ne serait utilisé qu'une seule fois dans le roman de Pierre Boulle, et sinon, la plupart du temps, il dit soit simien ou simienne. Donc voilà, tout ce passage finalement ne servait pas à grand-chose. J'aurais tout simplement pu dire société simienne. Bon, alors, pour me faire pardonner, j'avais quand même vérifié dans la version en ligne du dictionnaire Le Robert, donc je vais vous donner les définitions de simien et de simiesque. Donc simien, ça peut être un adjectif ou un nom. Lorsqu'il s'agit d'un adjectif, ça veut dire propre ou relatif au singe. Et lorsqu'il s'agit d'un nom, ça signifie primate du sous-ordre comprenant les singes. Et on nous donne comme exemple, les anthropoïdes sont des simiens. Quant à simiesque, c'est un adjectif qui serait donc plutôt du registre de langage littéraire, et donc la définition c'est qui tient du singe, évoque le singe. Et en exemple, on nous donne grimace simiesque. Je referme la parenthèse. Sur l'organisation politique de la société, ouais, il y a l'organisation en caste en fait qui est intéressante. Alors effectivement, dans le bouquin, il développe pas trop l'aspect religieux, bien que il est quand même sous-entendu. C'est-à-dire que quand tu vois le film derrière, tu te dis bah oui, ça peut pas être autre chose. Donc mais c'est plus basé sur la question de la science du côté des orang-outans, les chimpanzés. Alors d'ailleurs, il a pas dû choisir les trucs au hasard, tu vois. Tu vois, il prend les gorilles pour faire les espèces on va dire, c'est même pas que la classe ouvrière, tu vois, c'est ceux qui utilisent des outils. C'est plus compliqué que ça C'est les ingénieurs aussi. Enfin... Ouais, alors c'est plus compliqué que ça dans le roman, parce que dans le film, il y a vraiment, comment dire, ouais, il y a une sorte de ségrégation, à savoir que vraiment, ceux qui sont en bas de l'échelle, c'est les chimpanzés, enfin en tout cas qui ont longtemps été en bas de l'échelle, les chimpanzés, avec au-dessus les gorilles et encore au-dessus les orang-outans. Ouais, c'est ça. Dans le roman, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, ouais. La noblesse, ce sont des gorilles. Donc effectivement, les gorilles sont dans tout ce qui implique la force, on va dire. Ouais. Donc il y en a qui ont conservé leur statut de noble, et ceux qui ne font plus partie de la caste nobiliaire, je crois que c'est comme ça qu'on dit, eux effectivement se retrouvent à être finalement ouvriers ou agents de sécurité, enfin des choses comme ça, mais toujours des choses qui impliquent la force. Et oui, les chimpanzés sont plutôt les scientifiques, et alors que les orang-outans c'est des savants, mais oui au sens encyclopédie vivante, quoi, et pas avec pas nécessairement de recherche derrière. Alors que finalement dans le film on retrouve presque, tu vois, les trois ordres, savoir les religieux, les nobles et puis les autres, quelque part, quoi. Et donc oui, de fait, les chimpanzés représentant ceux qui sont en bas, qui ont longtemps été en bas de l'échelle sociale, c'est évident de faire d'eux finalement les progressistes de l'histoire. C'est un peu ça qui va même être un peu plus développé finalement dans d'autres œuvres de tout le lore à la planète des singes. Mais oui, les chimpanzés c'est les progressistes, alors que les orang-outans et les gorilles, c'est des conservateurs, et forcément c'est eux qui sont en haut de l'échelle, donc ils ont pas envie que ça change. C'est ça. Mais dans le bouquin, il y a quand même une volonté d'apprendre les origines. En relisant tout à l'heure, je voyais la fin, par exemple, sur la fameuse le fameux site de fouille. Cornelius, en fait, il va faire ses recherches, parce que les chimpanzés ont acquis un certain statut dans l'échelle des sciences, on reconnaît leurs compétences, et du coup il y a un côté genre alors du coup on a confié un site de fouille à Cornelius, qui est sous la supervision de tout un tas de gens, hein, mais qui est quand même il est responsable de ça. Dans le film, il désobéit, c'est-à-dire qu'il avait fait des recherches et il avait fait des fouilles, et quand il a commencé à toucher
à ce fameux site dans lequel il y a la preuve, qui est donc une poupée qui parle, on le démobilise en fait, on l'interdit d'aller plus loin. Et à la fin, il y a la volonté de détruire. C'est dit, c'est pas énormément développé, mais si on est très attentif au dialogue, on comprend effectivement qu'il cherche à avoir une autorisation pour retourner dans la zone interdite, et que la première fois, il y avait été avec l'approbation du Dr Zaius, mais il en est aussi revenu parce que le Dr Zaius a décidé de mettre fin, parce que probablement on a dû lui expliquer où est-ce qu'il était. Oh là là, non, faut pas qu'il reste là. Vite, on le fait revenir à Ape City, on lui enlève son autorisation. Ouais. Quand tu as regardé plein de fois le film, tu te dis Zaius le laisse partir dans la zone interdite en se disant bon, espérons qu'il trouve rien, comme ça il reviendra en disant j'ai rien trouvé, et dans tous les cas s'il trouve quelque chose je manipulerai les preuves pour leur faire dire autre chose que ce qu'elles sont censées dire. Alors il y a un dernier point que je voulais aborder quand même, c'est sur tu vois, le film accuse aussi les moyens de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a quand même une différence assez fondamentale dans la société des singes du film et celle du bouquin. C'est-à-dire que la société des singes du film, elle est pas préhistorique, mais ils vivent dans des cavernes. Les trucs sont faits avec des espèces de cavernes aménagées, des maisons faites en terre cuite, quoi. Des trucs comme ça. Et dans le bouquin, ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils vivent dans une société à l'occidental du XXe siècle, quoi. Ils ont des véhicules. Pierre Boulle s'est pas embêté, c'est la France des années 60. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que tu vois vraiment, là tu te dis, ils ont dû faire un choix. La société est beaucoup plus petite en fait. Dans le film, on pourrait avoir l'impression finalement qu'il est arrivé à un endroit où c'est les singes qui dominent, mais dans le bouquin, c'est le monde entier. En plus, il parle de l'organisation de société et il dit c'est un gouvernement mondial avec un triumvirat. Et c'est pas du tout un truc avec des États et compagnie. Il y a un singe, un chimpanzé, un gorille qui chapeautent tout. Il y a des organisations par parlement et tout. C'est en 2 paragraphes, mais c'est bien fait. C'est en cela que les singes sont supérieurs aux humains dans la planète des singes, parce que ils expliquent qu'ils ont eu une période où ils se foutaient sur la tronche, mais que le nationalisme, ils ont dépassé ça. Et c'est pareil, ça fait pas beaucoup ça prend pas beaucoup de place dans le roman, mais il y a ce petit background qui est, voilà, nous on a dépassé ce truc-là. Ah, vous êtes encore en train de vous taper dessus. T'as l'impression qu'à certains endroits, Pierre Boulle s'est dit attends, on va m'objecter, ta société elle marche pas parce que, et du coup, clac, il sort la phrase qu'il faut, qui fait que au moment où tu peux commencer à t'interroger, il répond. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment habile comme bouquin. Mais d'ailleurs, je parlais de Rod Serling, donc, qui a travaillé sur le scénario. C'est pas lui qui a livré la version définitive du scénario, mais dans un premier temps, il s'est fait plaisir. Parce que je pense que au début, on va un peu rétro-pédaler. Le roman n'était pas encore sorti, que Arthur P. Jacobs, donc qui a produit La planète des singes, il a acheté les droits du roman avant même qu'il soit publié, parce que on le rappelle, Pierre Boulle avait écrit Le Pont de la rivière Kwai. Donc à Hollywood, Pierre Boulle, c'était un nom qui parlait. Arthur P. Jacobs, il venait de monter sa société de production, parce que lui à la base il était agent en fait. Comme il avait un carnet d'adresses monstrueux, il s'est dit tiens, je vais devenir producteur. Une des premières IP qu'il a acheté, c'est La planète des singes, avant même que le roman soit terminé, parce qu'il a rencontré l'agent de Pierre Boulle, parce que lui il disait moi je veux produire le nouveau King Kong. Alain Bernheim, donc l'agent de Pierre Boulle, lui dit alors j'ai un truc, bon c'est pas King Kong, à mon avis c'est inadaptable, mais tu devrais le lire. Tout de suite, Jacobs, quand il a lu ça, il a préempté les droits en disant non, il faut absolument que je le sorte. Et donc la grande question, c'était mais comment adapter un truc pareil, parce que aujourd'hui ça nous semble facilement adaptable, mais en se remettant avec les moyens de l'époque. Et donc un des premiers à qui il a demandé de faire un traitement, c'est Rod Serling, qui a dû se dire la même chose que tout le monde, genre ce truc-là c'est inadaptable. Donc il s'est fait plaisir, il a écrit un scénario qui est assez proche malgré tout de ce qu'avait fait Pierre Boulle. Donc c'est dans une société qu'on pourrait appeler contemporaine. De lui-même, de son propre aveu, il a dit moi, si le film que j'ai écrit, s'il était sorti, ça aurait été le film le plus cher de l'histoire. Ouais. Donc rapidement, Jacobs, il a rétro-pédalé en se disant non, en fait, on va faire une société proto-industrielle, en se disant ça coûtera beaucoup moins cher. Ouais. Mais ça marche bien. Hein. Oui, Ape City, c'est un village. Ouais. D'ailleurs, Ape City, qu'on appelle comme ça, mais c'est plus tard, en fait, que le nom... Oui, c'est pas nommé dans le film du tout. Hein. Dans le film, elle n'est pas nommée, ouais, effectivement. Mais plus tard, dans les autres œuvres, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'appelle Ape City, mais en fait, quand tu regardes bien, c'est un village. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par des choix qui ont été faits de manière très pragmatique. Hein. Sans ça, le film n'aurait jamais vu le jour. Et peut-être, je sais pas. Je sais pas si... tu vois, ça, c'est une question... si...
La planète des singes n'avait jamais été adapté au cinéma. Est-ce que le roman de Pierre Boulle aurait eu une telle postérité? Ah ouais, c'est une bonne question. Ouais, je pense que les deux se complètent vraiment. Moi j'ai lu le bouquin sans avoir vu le film. Maintenant que j'ai vu le film, mais je connaissais déjà plein de trucs du film, il est tellement important dans la pop culture qu'il est incontournable. Et j'ai l'impression que les deux se complètent. C'est-à-dire que j'aime encore plus ce bouquin maintenant que je connais le film, parce que je trouve que les ponts et les passerelles qu'il y a entre les deux, si tu veux, ça améliore les deux lectures. Les petites trouvailles en plus qu'il y a dans le film, je trouve qu'elles donnent des lectures supplémentaires et j'aime bien ce qu'elles donnent. Et en même temps, quand tu reviens vers le bouquin, tu te dis ouais, mais il y a d'autres trucs qui sont développés différemment, notamment cette question de l'organisation mondiale et puis de la société qui est restée celle qu'on connaît nous. Tout ça, c'est super intéressant en fait. Et j'aime bien l'idée que les deux se complètent. Alors c'est pour ça aussi que j'avais du mal à me resituer, c'est parce que le problème c'est que ça se complète tellement bien que je finis par mélanger les deux en fait. Et je suis certain que je suis pas le seul. Hein. C'est vrai que moi, mon objectivité peut être mise en doute, mais je pense qu'effectivement, La planète des singes est peut-être un des rares cas où, généralement, la plupart du temps, il est communément admis, les gens, tu vois, tous les films qui sont des adaptations d'une œuvre littéraire. Les livres, c'est mieux que les films, ouais, effectivement. Voilà, le consensus, souvent, c'est ça. Il y a les rares exemples inverses, c'est généralement quand c'est une toute petite nouvelle, une petite ébauche. Tu penses à Blade Runner? Alors, tu sais quoi, c'est rigolo, parce que, alors là, on fait une parenthèse dans les nombreuses parenthèses. Ce soir, je vais avoir la chance d'aller voir Total Recall, une projection de Total Recall, en plus en VO, donc voir Total Recall au cinéma, ouais, vraiment, là je suis hyper content. Et moi, c'est l'exemple que j'ai donné, Total Recall, parce que Total Recall, c'est une nouvelle de Philippe K. Dick, donc comme Blade Runner, qui est à la base un roman de Philippe K. Dick. Et pour le coup, moi, quand j'ai lu la nouvelle de Philippe K. Dick après avoir vu Total Recall des dizaines et des dizaines de fois. J'étais assez déçu en fait par la nouvelle, qui est chouette. La nouvelle, elle est chouette. Il y a plein de trucs qui sont pas dans le film, mais elle est très courte. Ouais. Et Verhoeven rajoute plein de choses qui sont pas dans le roman. Là, je me trompe, dans la nouvelle. D'ailleurs, Verhoeven, là pour le coup, Starship Trooper. Là, qui fait dire complètement autre chose que le bouquin. Voilà. Le bouquin est profondément fasciste. Et le film est une parodie du fascisme. Voilà. C'est ouf. Parce que d'ailleurs, beaucoup de gens n'ont pas compris à l'époque. Oui. Starship Trooper, voilà, ça fait partie, à mon avis, des rares exemples où on peut dire le film est tellement mieux. Le roman est intéressant à lire. Hein. Et Robert Heinlein, pareil, auteur compliqué. Autant il y a certains romans où on peut dire, ouais, non, mais il est clairement à droite, voire très, 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 très à droite. Et d'autres où tu dis, il est difficile à situer politiquement. Après, comme tout le monde, il a le droit d'évoluer aussi. Hein. Ouais. Robert Heinlein, qui est un monument de la SF, il fait partie, il est considéré comme un des plus grands auteurs de l'histoire de la SF, mais effectivement, il a écrit des romans qui sont assez problématiques, dont Starship Troopers, et là, pour le coup, Verhoeven mais voilà, ok, il y a ce cas-là où si, on va dire, il y a certainement d'autres exemples que Starship Troopers où le réalisateur a retourné comme un gant le livre pour lui faire dire totalement autre chose, et donc on peut juger selon son orientation politique, on va la juger, on va le juger différemment. T'as préféré le livre ou le film? Ah ouais, d'accord. Voilà, ça en dit long. Parenthèse dans la parenthèse, Dick Zanuck, donc de la Fox, le film est sorti, c'est la Fox qui a sorti le film. On s'est bien gardé de lui dire que La planète des singes c'était un film politique. Ouais. Non, c'est un film d'aventure, juste aventure. Alors que techniquement, c'est un post-apo. Ah oui, c'est un film post-apo, oui, clairement. Mais c'est vrai que tu peux le considérer comme un film bêtement d'aventure. Hein. Ouais, bien sûr. Jusqu'aux 5 dernières minutes, quoi. Ouais, tu peux avoir une lecture très premier degré. Voilà, c'est un film d'aventure. Bon, la fin, on n'a pas trop compris. mais bref, ouais, je sais plus. Tu disais que c'était un des rares exemples où le bouquin et le film, et je te laisse conclure. Pour moi, égalité. Voilà, ouais, et ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a ça aussi des fois, ça va jouer aussi dans quel ordre on découvre quand c'est un film adapté d'un roman, mais j'ai l'impression que quel que soit l'ordre, les films que j'ai découverts adaptés d'un roman que j'avais déjà lu, souvent tu restes sur ta faim, et parfois quand tu vois un film et puis que tu t'aperçois qu'en fait c'est une adaptation d'un roman, tu vas lire le roman et tu te dis mais le roman est tellement mieux. Là je trouve que c'est un des rares exemples, en tout cas moi j'en vois pas d'autres, mais c'est peut-être dû aux lacunes de ma culture, mais je vois pas d'exemple, en tout cas il y a rien qui me vient en tête où tu peux dire le film vaut le livre et inversement, et en plus de ça, comme tu l'as dit, non seulement la lecture du livre ne gâche pas le visionnage du film, et encore une fois inversement, mais ce qui est génial, c'est que les deux s'enrichissent. Ouais, parce que les deux disent pas la même chose, c'est ça qui est fou. Tu sens bien que c'est le même matériel, et pourtant ils ont des
ils ont des choses différentes, mais vraiment en plus assez importantes. Et pour autant, bah, ça marche, quoi. T'acceptes qu'on ait un petit peu tordu le bouquin, et voilà. Et il y a par exemple, il y a des trous aussi dans le bouquin, enfin dans le film, que t'as pas dans le livre. Je pense notamment à mais qu'est-ce qui est advenu en fait de la société humaine. Et en ça, le bouquin il est extrêmement noir. C'est-à-dire que la noirceur de la fin du film est plus tu vois, ce qui arrive au personnage de Charlton Heston est beaucoup plus sombre que ce qui arrive finalement au personnage d'Ulysse. Parce que Ulysse étant détestable, une fois qu'il a quitté la planète et qu'il retourne sur la Terre et qu'il se fait arrêter par les singes, il y a un côté, effectivement, une fin très quatrième dimension. C'est pas qu'on s'en fout, mais on se dit, on est juste sur le côté cliffhanger, mais on n'est pas attaché au personnage tant que ça. Donc finalement, c'est pas grave, son histoire, elle est finie. Et du coup, le côté noir du bouquin, c'est dans ce qui est arrivé à la société humaine, puisque dans le livre, il détaille le côté. En gros, on parlait de désévolution depuis tout à l'heure. Moi, je vais faire un pont vers un autre film qui va peut-être t'étonner, mais la fin du bouquin me rappelle Wall-E, tu sais, le film d'animation de oui, Disney. oui, oui. Parce que dans Wall-E, donc, les êtres humains sont devenus complètement impotents. Alors, dans Wall-E, si je me souviens bien, ils sont tous obèses sur des petits espèces de petits sièges volants. Et puis ils sont plus capables de rien faire parce qu'en fait ils se gavent de télévision à longueur de temps. Le bouquin dit exactement ça. Il dit en gros, ils ont commencé à avoir des singes comme domestique. Ouais, comme domestiques. Enfin, je trouvais plus le mot. Une fois qu'ils ont ces singes comme domestiques, les singes commencent à prendre doucement conscience de ce qu'ils sont. Ils développent un langage parce qu'ils disent le soir on les entend chuchoter, etc. Ça, d'ailleurs, c'est fou, la phrase, rien qu'une phrase, je trouve qu'elle fait un film dans la tête qui est effrayant, alors que c'est vraiment une phrase. En plus, à ce moment-là, c'est un personnage qui parle, qui fait une espèce de logorée tout seul, sous impulsion électromagnétique, et donc du coup, il parle tout seul, et c'est la mémoire de sa société. Et donc, c'est plusieurs personnes qui parlent successivement, en fait. Et c'est toujours à la première personne, c'est je les ai entendus parler dans la nuit et tout. Et en fait, progressivement, ils finissent par disparaître parce que les singes prennent de plus en plus leurs aises. Du coup, finalement, ils finissent par inverser les rôles. Et en même temps, les êtres humains, et c'est là que je trouve la noirceur du bouquin, ils disent je vais essayer de retrouver la phrase, mais il y a un truc qui dit en gros, le pire, c'est que les humains se complaisaient en fait dans ce nouveau statut. Et c'est ça qui a causé notre perte, en fait. C'est glaçant, en fait. Hein. Ah, j'ai la phrase, si tu veux. Vas-y. Aussi sont-ils très gentils avec moi, donc parce que voilà, ils la nourrissent et tout. Je ne suis pas malheureuse, je n'ai plus ni soucis ni responsabilités. La plupart d'entre nous s'accommodent de ce régime. Et en plus de ça, juste avant, il parle de la question des loisirs et tout, et tu sens vraiment le côté du pain et des jeux. Ce que veulent les gens, c'est ça. Et c'est glaçant. Pierre Boulle, je sais pas trop non plus parfois où le situer poétiquement. Ce qu'il faut quand même rappeler, donc on est en 1963, on est en plein contexte de décolonisation. Ouais. Et Pierre Boulle, donc, qui est de formation, qui était ingénieur, et Pierre Boulle a travaillé en Indochine française. Et c'est d'ailleurs là, le pont de la rivière Kwai est une inspiration, puisqu'il il a rejoint la résistance lorsqu'il était en Indochine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été fait prisonnier, donc le pont de la rivière Kwai, c'est quasiment une autobiographie en fait. Mais tout ça pour dire que on est dans un contexte de décolonisation, et j'ai du mal à pas trouver un écho entre la décolonisation et donc les peuples asiatiques et africains qui se défont de l'emprise des Européens sur eux. J'ai du mal à pas y voir un parallèle, et j'arrive pas à savoir si Pierre Boulle il trouve ça bien ou pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il est temps d'ouvrir une seconde parenthèse, et je dis bien seconde parce qu'il n'y en aura pas d'autre dans cet épisode. Redonnons quelques dates en ce qui concerne la décolonisation, et plus précisément donc la fin de l'empire colonial français. Eh bien en fait, en 1963, lorsque Pierre Boulle écrit son roman, il ne reste quasiment plus rien de l'empire colonial français. C'est pas plus compliqué que ça. Par exemple, en 1953, le Laos, le Cambodge obtiennent leur indépendance, donc
donc le Laos et le Cambodge, qui, sauf erreur de ma part, faisaient partie de l'Indochine française. Et en 1954, c'est le Nord-Vietnam qui obtient son indépendance à la suite des accords de Genève. Voilà, donc ça fait suite à la bataille de Dien Bien Phu. Pour la faire simple, 1954, il n'y a plus d'Indochine française. Ensuite, bon, on va peut-être pas faire tous les autres pays, hein. 1960, c'est vraiment une date charnière parce que là, il y a quasiment toute l'Afrique subsaharienne, enfin tous les territoires d'Afrique subsaharienne qui faisaient partie de l'Empire colonial français obtiennent leur indépendance. Et en 1962, c'est l'Algérie qui obtient son indépendance. Et donc finalement, c'est le dernier gros morceau de l'Empire colonial français qui obtient son indépendance. Ensuite, ce sera des territoires de plus petite superficie, on va dire. Donc, lorsque Pierre Boulle écrit La planète des singes, la décolonisation, pour ce qui concerne la France, c'est quasiment terminé. Mais ça vient vraiment de se terminer en l'espace de entre 1946 et 1962, donc en une quinzaine d'années, quasiment tous les territoires qui faisaient partie de l'Empire colonial français sont devenus indépendants. Je ne sais pas dans quelle mesure Pierre Boulle était pro ou anti-décolonisation ou s'en foutait, mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque on pouvait s'en foutre. Pareil, il y a un deuxième truc, un deuxième sujet qui relève de cette époque-là, c'est celui de la société de consommation. Parce que tu vois, par exemple, la critique qu'il fait de l'oisiveté des êtres humains. Aujourd'hui, tu le lis en 2022, tu penses à la question des réseaux sociaux, à la question de TikTok, YouTube, machin. En gros, est-ce qu'on ne devient pas des gros abrutis à être abreuvés d'écran et de bêtises? Et en même temps, tu te dis, ouais, mais attends, le bouquin, il n'a pas été écrit en 2020, il a été écrit en 1960. Oui, mais en 1960, c'était aussi la télé, la radio, tous ces trucs-là qui étaient finalement assez récents et qui commençaient à débarquer dans les foyers et tout ça. Et tu te dis, il y a peut-être aussi quelque chose de un peu, peut-être pas réactionnaire, mais allez, on va lui donner le bénéfice du doute, prudent. Tu sais, un côté genre attention, parce que là, on va aller vers un territoire d'oisiveté, quoi. Enfin, quand je l'ai lu tout à l'heure, quand j'ai relu ce passage-là, je me suis dit, il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais alors qu'en plus, c'est un truc qui est vieux comme le monde, hein. Tu sais qu'il y a bien sûr. Il y a des tablettes sumériennes qui datent de 3000 ans. Qui disent les jeunes, c'est des branleurs. Ouais, et même, ça va bientôt être la fin du monde. Oui. En plus, j'ai revu un truc comme ça sur Twitter il y a quelques jours, quelqu'un qui parlait de ça, et je trouvais ça fantastique, quoi. T'as effectivement des trucs qui datent d'il y a 3000 ans et qui disent les jeunes, c'est tous des branleurs. Mais je pense que le c'était mieux avant, je pense que c'est aussi vieux que le langage. Ouais, probablement, oui. Et peut-être même que le premier qui a dit c'était mieux avant, il devait dire c'était mieux avant quand on s'exprimait par borborigme. Donc peut-être que en 1963, Pierre Boulle, il accusait son âge et il commençait un peu à se dire oui, les jeunes de maintenant quand même, ils ont les cheveux longs. Ils écoutent du bougie-wougie. Faudrait, tu vois, et encore une fois, et là je le dis, vraiment, là, c'est totale ignorance de ma part, mais il n'y a pas tant de littérature sur Pierre Boulle. D'accord. Je reformule. Je suis pas tombé sur beaucoup de littérature. Autant je trouve, il y a quand même pas mal de choses à lire sur les films et les diverses adaptations, mais sur Pierre Boulle en lui-même, d'ailleurs, ce qui est même presque désolant, j'ai plus de matière en anglais sur Pierre Boulle qu'en français. Ah ouais. Mais ça m'étonne pas trop, moi, parce que autant la France aime bien ses auteurs, mais quand il s'agit de trucs de genre, là, ça devient déjà beaucoup plus un peu plus embêtant, parce que tu vois, c'est comme dans le cinéma. En France, on a des réalisateurs de genre qui ont fait qui sont brillants, tu vois. On va penser à Jeunet tout de suite, mais en même temps, le cinéma de genre, il existe quasiment pas. Et la littérature française, tu vois, tu vas dire bah ouais, mais on préférera te parler de trucs de romans de gare chiants à la Musso et tout ça, plutôt que de parler d'un auteur de SF. Je suis certain qu'aujourd'hui, tu as des auteurs de SF brillants dont on parlera pas beaucoup. Je pense par exemple c'est Damasio, par exemple, qui avait fait La Horde du Contrevent. Je suis pas certain que dans 40 ou 50 ans, Damasio aura autant de littérature sur lui qu'en aura quelqu'un comme Musso, dont on se fout complètement. Pourtant, Damasio, là, j'ai l'impression qu'on le voit partout, qu'on l'entend partout. Ouais, mais en fait, peut-être parce qu'on est dans une bulle. Je suis pas certain que Damasio il soit connu du kidam français que tu croises sur une place avec un bouquin dans les mains. Alors après, c'est parce que Internet étant ce qu'il est, la pop culture prend de la place, donc du coup on le voit peut-être un peu plus aujourd'hui. Mais... Là-dessus, ouais, effectivement. Je reconnais que j'ai pas du tout la réponse à cette question. Mais puis, c'est pas grave. Ouais, non, puis en plus c'est hypothétique, donc on peut pas.
Et peut-être que j'ai pas cherché au bon endroit, d'ailleurs, hein, c'est les auditrices et les auditeurs qui ont de la matière sur Pierre Boulle. Je suis preneur, parce que j'aimerais bien écrire, ça fait longtemps que je me dis, j'aimerais bien écrire un épisode sur Pierre Boulle, parce que vraiment, il a eu une vie, je pense que ce qu'il a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, moi, l'impression, le peu que j'en sais, j'ai vraiment le sentiment que c'était quelqu'un de bigger than life. Il a fait des trucs, comme beaucoup de gens qui ont choisi la résistance, ou même tout simplement les gens qui ont vécu ces périodes extraordinaires, pas, au sens, comment dire, hors de l'ordinaire. Voilà, qu'est la guerre. Quand tu lis les récits de ces gens-là, c'est toujours... Enfin, moi, bon, en plus, qui suis maladroit, qui n'ai pas le sens de l'orientation, etc. Quand tu me dis une histoire d'un gars qui s'est évadé, qui est parti, qui s'est trimballé tout seul dans la jungle, qui a réussi à rentrer... Alors, pour moi, c'est de l'ordre du surnaturel, quoi. Donc ouais, je pense qu'effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui, mais il faudrait... Voilà, je cherche encore la matière première. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois, ouais. Ouais, hein, je pense qu'on a dit... Ouais, je pense qu'on a dit beaucoup de choses, dans tous les cas. Ouais. Je sais pas si on a respecté vraiment un ordre. Peut-être que c'était un peu décousu. Peut-être que je vais devoir mettre des petites parenthèses pour un peu compléter ce qu'on a dit, pour pas que ce soit trop indigeste pour certaines auditrices, certains auditeurs, j'en sais rien. Mais bon, j'imagine que de toute manière, les gens qui nous écoutent, a priori, il y a un peu un prérequis qui est d'être fan de La Planète des Singes. Ou d'être curieux. Et donc, ou d'être curieux. Ça roule. Ouais. Bah après, je pense que c'est mieux d'avoir lu le livre pour suivre nos élucubrations. J'imagine. Oui, et puis comme je disais tout à l'heure, ça prend pas énormément de temps. Hein. Ouais, donc voilà. Donc si vous êtes arrivé là et que vous l'avez pas lu et que c'est pas grave, on vous a un peu raconté la fin, mais lisez-le quand même, c'est quand même bien. Ouais, c'est clair. Non, puis même, je te dis, peut-être que ça a donné envie de le lire aussi. En tout cas, moi, je serais content que ce soit le cas. J'ai de temps en temps des retours comme ça, des gens qui me disent qu'ils ont relu ou regardé suite à l'écoute de mes épisodes, et je pense que c'est le plus chouette compliment qu'on puisse me faire, quoi. Carrément. Est-ce que tu veux, parce que là, vu qu'on arrive à l'heure de se dire au revoir, même si j'ai fait ton long CV, est-ce que tu veux quand même rappeler à nos auditrices et auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver, redire en quelques mots en quoi consistent tes podcasts, parce que peut-être que moi je l'ai pas si bien dit que ça. Oh si, c'est très bien. Bah, en gros, moi, mon truc au départ, c'est la musique, mais je m'intéresse à plein de choses. Donc, effectivement, et comme vous l'avez entendu, je suis un bavard. Donc, Écoute ça, qui est un podcast d'analyse musicale, les Super Cover Battle que je fais avec Maxime, qui sont très cool. Donc, c'est un classement des reprises avec des visions assez différentes de la musique, entre Maxime et moi. On essaie de dégager une certaine objectivité, mais c'est pas toujours évident. Et puis surtout, on se marre bien. Et puis, tu as eu la gentillesse de mentionner les deux autres podcasts que je fais, dont je parle moins souvent, que sont Damaturgie, donc un format de talk où je parle de différents sujets. Par exemple, là, tout ce qu'on vient de faire, j'aurais pu le mettre dans un Damaturgie, clairement. Et puis, le dernier, c'est Change de disque, qui est mon dernier bébé, et qui est un des podcasts dont je suis le plus fier. Bien que en termes d'écoute et compagnie, c'est bien plus modeste que ce que je fais ailleurs, mais c'est un podcast dans lequel je fais découvrir des artistes encore finalement amateurs pour la plupart d'entre eux, qui m'envoient leur musique, et moi je fais des petites sélections parce que j'en reçois vraiment beaucoup, et je sélectionne mes préférés et j'en fais écouter 5 tous les 15 jours. En donnant des petites clés sur ce qui m'a plu et en quoi, voilà, pour dire tiens, peut-être que vous seriez passé à côté de ce morceau-là si vous l'aviez entendu, mais écoutez, il y a ça qui est intéressant dedans, et je suis très fier de ce format. Voilà. Ouais, puis tu as aussi, tu déclines aussi un peu, alors c'est peut-être plus ce que tu fais dans Écoute ça sur ta chaîne YouTube, où parfois tu vas... J'ai pas fait ça depuis longtemps. Ah non, mais je sais pas si j'ai tout regardé, mais c'est des vidéos souvent assez sympas, parce que soit tu décortiques, si je me rappelle bien, soit tu décortiques des petits aspects d'un morceau. En fait, je t'écoute en direct. C'est vraiment un exercice encore un peu différent. C'est-à-dire que ça s'inspire d'Écoute ça. Écoute ça, c'est de l'analyse, mais c'est de l'analyse écrite. C'est-à-dire que maintenant, écrire un épisode, ça me prend 6 mois. Le dernier épisode que j'ai fait, tu vois, d'analyse, c'était Rammstein. C'était à la rentrée de septembre de l'année dernière. J'ai pas fait d'analyse depuis. J'ai un gros épisode de 25 pages là sur le rythme qu'il faut que je sorte. Ouais, ça fait très longtemps que t'en parles là. Ouais, et il est vraiment quasi au bout. Mais
je me mets tellement de pression que je veux vraiment être exhaustif. Non, mais Et ça en rend plus, tout très compliqué. je te charrie alors que je suis extrêmement mal placé. Moi aussi, hein, mes auditrices et auditeurs, il y a des trucs que je leur promets depuis tellement longtemps, mais parce que voilà, je pense que j'ai le même défaut que toi. C'est-à-dire que oui, quand je me lance dans un truc, à chaque fois je me dis ah mais il y a encore ça que j'ai pas exploré, il Ouais. faudrait que je lise tel truc, il faudrait que je revoie ça. Et ce qui fait il arrive un moment où je me décourage. Parce que en fait, je me mets une pression, je me fais une montagne d'un truc, alors que parfois, vaudrait mieux peut-être parfois segmenter, et dire ah, c'est pas Ouais. grave si je dis pas tout. Mais ouais, en plus, c'est une tâche. On est toujours insatisfait parce qu'on pourra jamais tout dire. Non. Mais ouais, ça, j'ai beaucoup de mal. Ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je sais plus, je sais plus qui est-ce qui donnait ça comme règle, qui disait ne gardez que 10% de ce que vous écrivez. Oh non, moi je dis, ah ben, je peux pas faire Non. ça. Non, très Comment mauvaise ça idée. Ben non, on va tout dire. Bah, moi, je pars en plus du principe inverse. C'est que généralement, bah, tu vois, par exemple, quand je l'avais fait pour Stupéflip et quand je l'ai fait pour Rammstein, j'avais vraiment l'idée de derrière moi, tu peux pas repasser derrière et donner des trucs nouveaux. Ça manque complètement de modestie, hein, mais c'est l'objectif que j'ai en tête quand j'écris. C'est vraiment genre, non, après, tu peux pas. Je vais essorer le truc, je vais aller jusqu'au bout. Ou alors, tu vas trouver des trucs tellement à la marge que tu n'auras pas suffisamment de matière pour faire autre chose. Donc c'est un peu une vision de bourrin, mais j'aime bien faire ça. Et là, en l'occurrence, pour le rythme, la difficulté à laquelle je me suis confronté, c'est que expliquer du rythme, ça nécessite souvent de passer par l'écrit, en fait. Donc là, faire écouter et comprendre comment sont construits les rythmes, parce que là, je suis en train d'écrire la partie sur les polyrythmes, faire comprendre ça sans avoir accès à un paperboard pour juste montrer les trucs qui s'alignent et qui ne s'alignent pas, c'est un peu compliqué. Donc enfin, voilà, ça demande beaucoup de trucs. Et puis l'idée c'est que je m'adresse à des gens qui ne font pas forcément de musique, donc du coup j'essaie toujours de recontextualiser, d'être extrêmement clair. Ça demande un temps de ouf, mais je dois m'y mettre. Mais Enfin, je dois le terminer celui-là. c'est ce qui fait la force de ton podcast. C'est que Bah, c'est ce qu'on me dit souvent, ouais. à la fin, quand on écoute un de tes épisodes, à la fin, on a l'impression presque qu'on pourrait faire des études de musicologie. Non, mais j'ai compris, bon. Ouais, après, je saurais pas réexpliquer les choses voilà, que t'expliques. Et c'est ça le secret de la pédagogie, c'est que c'est qu'une impression. Parce qu'après, tu te dis, est-ce que je suis capable de restituer ? Non. Mais c'est pas grave, parce que c'est comme tout. Moi, je bouffe des vidéos de pédagogie à longueur de temps. J'écoute, je me dis j'ai tout compris, puis à la fin tu te dis ouais, j'ai retenu 10%. Mais c'est pas grave, je suis content parce que ces trucs-là, je les avais pas avant. Bah, si je fais ça, je suis bien heureux moi déjà. Donc c'est non, cool. puis des fois c'est agréable. Puis oui, il y a des choses auxquelles moi j'avais jamais prêté attention, quoi. Il y a peut-être des gens qui aiment pas quand on suranalyse et en plus de ça, moi j'ai pas du tout un rapport à la musique moi j'ai un rapport à la musique qui est très organique, tu vois, ça me plaît pas. Mais des fois justement je trouve ça intéressant. Des fois tu aimes un truc et tu sais qu'il y a un truc, parce que ça sort du tout venant, parce qu'il y a, et t'as jamais vraiment mis le doigt dessus, ou même t'as pas cherché à mettre le doigt dessus, c'est juste que ce morceau-là, tu l'aimes, voilà. Et puis d'entendre quelqu'un qui va t'expliquer parce que à cet endroit-là, il y a tel accord, mais en fait, c'est un accord qui est diminué parce que là, et là tu fais ah ouais. Et non, mais tu vois, en fait, moi, le principe d'écoute ça, c'était de dire, en fait, il y a pas de magie. La musique, c'est pas magique. Ça répond à... Alors, pas uniquement à des règles, parce que tu peux ne pas connaître les règles et quand même les appliquer. Ouais. Mais il y a des mécanismes qui engendrent des réactions. Et quand on te dit ah cette chanson là moi chaque fois que j'écoute elle me fait pleurer, moi je vais te dire ouais mais attends, en fait je sais moi pourquoi elle te fait pleurer, je pourrais même t'en refaire une quasiment très différente mais qui utilise les mêmes trucs et qui te provoquera la même réaction. Mais j'aime bien cette idée. En fait, c'est une espèce d'hyper pragmatisme. Mais j'aime bien parce que c'est tout. En fait, le principe de mon podcast, c'est de dire, moi, je suis fasciné parce que l'humain est capable de créer. Moi, ce que j'aime bien quand j'écoute de la musique, c'est de me dire, ça sort d'un cerveau. C'est quelqu'un qui me donne quelque chose. Et l'idée, c'est de dire, bah, maintenant, je vais essayer de regarder ce qu'il a voulu transmettre et comment est-ce qu'il s'y est pris. Et oui, effectivement, moi, je pars du principe qu'il y a rien de magique. Tout peut s'expliquer plus ou moins. Donc voilà. Après, l'attachement personnel, il existe aussi pour plein d'autres raisons contextuelles et tout ça, mais voilà. Oui. Mais d'ailleurs, et là, en plus, on peut reboucler entre Cornelius Enzira et un des formats que tu as peut-être abandonné ou que tu fais. Oui, Zip de Pod. Exactement. Et Ouais. donc, j'ai déjà proposé plusieurs morceaux. Tu faisais ça tous les étés, si je me trompe pas. Ouais. Tu as dû faire ça 3 années de suite ou Je sais quelque plus, chose. 2 ou 3 ans, ouais.
Et moi, la première fois, je t'avais proposé un morceau de Rocket from the Crypt, un instrumental de Rocket from the Crypt Qui était super bien. que j'ai utilisé, qui est donc le générique de Cornelius Enzira. C'est pour ça. Et honnêtement, je te l'avais envoyé en me disant, qu'est-ce qu'il va réussir à dire là-dessus? Surtout qu'en plus, c'est un instrumental qui est sur un seul live, un bootleg. Je m'attendais à ce que tu me répondes, je l'ai trouvé nulle part. Et je te l'aurais envoyé en MP3, bien entendu. Et déjà que tu l'aies trouvé, je fais, ah ouais, le gars, il a fait des recherches. Et justement, t'as mis le doigt sur. Il y a un passage que j'adore dans ce morceau, et en plus, t'as fait un lien avec un morceau de Blonde Redhead que j'adore aussi. Ah ouais. Et je me suis dit, mais j'avais jamais tilté. Ah bah tiens, en plus, toi, tu viens de me donner une idée. Je savais pas ce que j'allais utiliser comme générique pour. Je me suis dit, tiens, vu que c'est un nouveau format, je pourrais faire un autre générique. Peut-être que je vais utiliser cet instrumental de Blonde Redhead. Tiens. Ah, c'était lequel du coup? Alors, je me rappelle plus parce que c'est un instrumental qui est. Alors, il est sur un album. Ah, c'est pas Futurism versus Passéism? C'est ça. Et d'ailleurs. Qui est fantastique. Hein. Et d'ailleurs, sur un des albums, et ils l'ont rejoué sur un album qui est produit par Guy Picciotto de Fugazi. Ah, excellent. Bah d'ailleurs, il y a Futurism versus Passéism. Il existe en 2 versions. Il y a 1 et 2 sur Blonde Redhead. Et il y a donc la voix qu'on entend là quand il dit. Le plus important, c'est la première fois. Oui, et donc c'est pas les membres de Blonde Redhead. Non, c'est Guy Picciotto qui a produit l'album, et donc je pense qu'ils ont dû. Je sais pas quelle est l'histoire, pourquoi, parce que on recommence. Voilà, il le rejoue quasiment à l'identique, hein. Enfin, en tout cas, les 2 versions sont assez proches. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que moi, c'est cet album-là. Bon, là, c'est In an Expression of the. Attends, c'est An Expression of the Inexpressible, un nom comme ça. Ouais. C'est avec cet album que j'ai découvert Blonde Redhead. Et honnêtement, je vais pas mentir. Quand on me l'a fait écouter, je fais ouais, c'est pas mal. Puis j'ai regardé le livret, je fais oh, produit par Guy Picciotto, je peux t'emprunter. Et là, je l'ai poncé. Et après, c'est par la suite que j'ai écouté le reste de la discographie. Et j'ai été très surpris de découvrir en version instrumentale et de me dire, bah en fait, même s'il y a Guy Picciotto qui chante sur la version que je connaissais, je la préfère en instrumental. Ah, c'est très beau, hein, Blonde Redhead, moi j'adore. Ouais. Bon, j'ai un peu plus de mal avec la suite de leur discographie, même si la suite. Là, on parle plus du tout à peine des singes, mais la suite de leur discographie, qui est pas une évolution, pour le coup, on parlait d'évolution, qui est pas une évolution, qui est pas déconnante du tout, mais au bout d'un moment. Ça s'agit au fur et à mesure, en fait. Ouais, puis même, tu sens qu'ils vont rapporter des. Parce que au départ, Blonde Redhead, allez, pour le dire très grossièrement, pour moi, c'est un peu le chaînon manquant entre Sonic Youth et Fugazi. Ouais, carrément. Et puis par la suite, ils vont intégrer plein d'autres choses qui sont vraiment. Voilà, j'ai eu la chance de les voir en concert, c'est super et tout. Mais j'ai eu un peu du mal. Il y a un moment, ils prennent un virage où je les suis au début du virage, et puis à un moment, je fais ah non, là c'est juste plus ma couleur musicale. Ouais, ça devient beaucoup plus pop. C'est à partir de. C'est celui avec la couverture avec la dame là dedans, dans l'entrebâilleur d'une porte, un truc assez arty là. Je sais plus comment il s'appelle cet album. Mais Misery is a Butterfly ou un truc comme ça. Ah bah là ça va encore, Misery is a Butterfly. Maintenant là je suis encore dedans. 23 alors du coup. Ouais, voilà, 23 c'est la césure. Cet album-là je l'aime bien. Je les ai vus sur la tournée de cet album. J'avais eu du mal quand il est sorti, puis à force de l'écouter, je l'ai aimé. Et puis je crois à l'album d'après, je l'aime encore bien. Puis après, ça va trop loin. Mais il y en a que j'ai loupé moi. Oui, je vois. Ouais, effectivement, après, j'ai la même césure. Moi, jusque 23, je connais par cœur. Et après, à partir de Barragan, et Penny Sparkle, j'ai un peu lâché, quoi. Ouais, mais j'y reviendrai. Ouais, probablement, mais après, ouais, ça devient un peu trop pop, un peu trop arty à mon goût. Mais c'est pas que c'est pas bien. Là, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est vraiment une histoire de couleur musicale, quoi. Mais ouais, groupe quand même, à Blonde Redhead, penchez-vous dessus. Je suis à peu près sûr d'avoir déjà mis au moins un morceau dans les différents épisodes, que ce soit de Ape List ou de Cornelius Enzira. Si vous avez bien écouté tous les épisodes de Cornelius Enzira, Blonde Redhead, vous connaissez. Voilà. Ouais, c'est vachement bien. Ouais, groupe vraiment important. Et oui, j'ai tous les albums jusqu'à Tanushi. Voilà. 23 inclus, j'ai tous les albums, et après j'ai lâché l'affaire. Mais bon, soit. Voilà, on a trouvé le générique. c'est parfait. Où est-ce qu'on peut te retrouver, mon bon dame? Eh ben, sur Twitter, qui est ma cour de récréation principale. Donc, écoute ça, ECOUTE-CA. Je sais qu'on doit dire underscore, mais bah non. Et puis, sinon, si vous voulez échanger directement, il y a aussi un serveur Discord. Le lien est sur la page de profil
de Twitter. Sinon, tous les trucs classiques type Instagram et tout ça, j'y suis aussi. Vous pourrez retrouver très facilement. Mais les deux endroits principaux, c'est Twitter et Discord dorénavant. Ouais, de toute façon, j'essaierai, si je suis pas trop feignant au moment de la rédaction des notes de cet épisode. Voilà, vous verrez. Je te fais un copier-coller si tu veux. Ouais, voilà, c'est gentil. Comme ça, les gens croiront que je suis quelqu'un de sympa et discipliné. Alors qu'en fait, je fais CTRL-C, CTRL-V. Mais souvent, je sais pas toi, mais moi, un des moments. Pourtant, c'est un moment que j'aime bien, mais que souvent je bâcle, c'est la rédaction des notes. Parce que moi, ça me fait chier, moi. C'est ce qui vient en dernier. Et soit, si je le fais en parallèle du montage, alors là, je révèle des secrets de fabrication. Quand vous voyez des notes très longues avec plein de blagues dedans, c'est que je les ai écrits en parallèle du montage. Et quand je l'ai pas fait, généralement c'est lapidaire parce que non, j'en peux plus. Moi j'en écris quasiment pas, donc justement parce que ça me saoule de le faire. J'aime bien m'amuser. Souvent, je mets des petits easter eggs, des petites conneries dans mes notes. Voilà, pour récompenser les gens qui ont le mérite de les lire. Mais bref, donc voilà. On a fait un épisode très long, mais je vais quand même rappeler la note d'intention de ce nouveau format. 5 minutes. L'idée, c'est pas de refaire des épisodes d'analyse des films ou des autres œuvres inspirées du roman de Pierre Boulle, parce qu'on l'a déjà fait. Mais bon, là, je suis content de l'avoir refait avec toi. Bah, si on a donné une autre orientation, je trouve. Et voilà, l'idée, c'est de donner la parole à des personnes qu'on n'a jamais encore entendues sur ce flux RSS, même si je peux aussi redonner la parole à celles et ceux qui ont déjà été invités dans Cornelius Enzera, mais qui ont du mal à en placer une, parce que en règle générale, j'ai créé un conducteur qui fait 26 pages, que j'ai tellement de trucs à dire que mes invités ont du mal à en placer une. Là, on a fait match nul. C'est très bien. Ouais. Et tu vois, j'avais dit laisser parler, je pense qu'on est sur du 50-50, j'ai du mal à laisser. Faut que j'apprenne à laisser parler les gens. Mais donc voilà, chères auditrices et chers auditeurs, faites-nous savoir qui vous aimeriez entendre sur le sujet, en sachant que voilà, il y a déjà des gens auxquels je pense, mais il y a peut-être aussi des gens que vous avez déjà entendus dans Cornelius Enzera et que vous aimeriez entendre de nouveau, et cette fois-ci que je les laisse parler. Voilà, vous pouvez me contacter via tous les liens que vous retrouverez notamment dans les notes de cet épisode, que vous pouvez se retrouver sur dr-zaius.lepodcast.fr. Donc on va rappeler également que Cornelius Enzera fait partie du label Podchose et qu'il est disponible donc sur PodCloud, Spotify, Deezer et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook et même sur Instagram, même si pour le moment je crois que j'ai posté juste un truc. Et voilà, vous retrouverez du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode ou pas. Donc j'étais le Dr Zaius et sur Twitter vous pouvez me retrouver sur le compte @ledrZaius tout attaché. D'ici au prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les primates. À bientôt, ciao.
Alors attends, coupe pas ton enregistrement. Ok. Tu peux répondre à ma question, tu la mettras peut-être derrière du coup. Pourquoi t'as choisi ce personnage-là pour prendre ton pseudo? Alors, il y a quelques rares personnes qui connaissent la vraie raison, et la raison, elle est assez nulle en fait. Mais alors vraiment, elle est nulle. Et là, je suis obligé de révéler à quel point je suis une bille en tout ce qui est informatique et compagnie, parce que à la base, faut rendre à Draven ce qui appartient à Draven. Il fait partie des Coucou premiers Draven. podcasts. Voilà. C'est un des premiers podcasteurs avec qui j'ai discuté, où tu sais, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs étapes dans la vie d'auditeur de podcast. Et tu vois, t'écoutes du podcast de manière passive, puis tu te mets à interagir avec les animatrices et animateurs de podcast que t'aimes bien. Tu te mets à interagir avec eux, et puis à un moment, tu finis tellement par discuter avec eux que tu finis par faire ton propre 1, 2, 3, je vais y arriver, Oui, par faire ton propre podcast. C'est le parcours classique, ouais. Et Draven faisait partie des podcasteurs à qui je parlais. Et justement, je lui avais dit. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que Draven, je l'avais rencontré en vrai au festival de Gérardmer parce que je voulais lui acheter. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je voulais acheter un EP de son groupe. Et donc, voilà, on s'était donné rencard à Gérardmer. Et là, j'en ai parlé. Je dis, je me suis acheté un micro. J'aimerais bien me lancer dans le podcast et tout. Et Draven, qui est une crème, avait dû me dire si tu as besoin de conseils, hésite pas, quoi. Et un des meilleurs conseils que Draven m'a donné, il m'a dit, si c'était à refaire aujourd'hui, si je lançais un podcast, je le ferais via PodCloud. Et PodCloud, je connaissais, tu vois, j'avais déjà un compte, je m'étais créé un compte en tant qu'auditeur. Et donc, bref, donc je suis les conseils de Draven qui m'avait dit, regarde, il y a plein de tutos sur PodCloud, tu as juste à suivre et... tous les problèmes techniques, toutes les questions que tu te poses, ils y ont déjà répondu. Ce qui est tout à fait vrai. Conseil que je redonne. Hein. Vous voulez vous lancer dans le podcast ? Allez sur PodCloud. Les tutos, ils sont vieux, mais ils sont toujours d'actualité. Bref. Et donc, je remplis tous les champs tu vois, qu'il faut mettre sur PodCloud. Et alors là, on va remonter à une époque lointaine où j'avais aucunement l'idée qu'un jour, je ferais du podcast. Et je m'étais acheté un disque dur externe. Parce que c'était l'époque où les ordinateurs n'avaient pas des capacités comme maintenant. Et je m'étais acheté un disque dur externe qui faisait 120 gigas, mais j'avais un PC qui était tellement un vieux coucou que 120 gigas, il ne pouvait pas les gérer. Et donc, j'avais fait une partition en utilisant certainement l'ordi de quelqu'un d'autre. Et donc, plutôt que d'avoir une partition qui s'appelait genre une E et une F, je les ai renommées, une qui s'appelait Cornelius et l'autre Zira. D'accord. Ma passion pour la palette de dessin, je ne date pas d'hier. Et des années plus tard, je m'étais racheté un autre disque dur externe, parce que les 120 gigas, j'avais fini par les remplir. Et cette fois-ci, j'avais dû changer d'ordi qui était capable de gérer des plus grosses capacités. Et celui-là, mais pour m'y retrouver quand j'avais tous mes disques durs externes, voilà, je l'ai appelé Zaius. Voilà, jusque-là, rien d'exceptionnel. Et donc, des années plus tard, bien longtemps plus tard même, quand je crée, bon, là, le nom du podcast, je le savais que je voulais appeler ça Cornelius Enzira, mais j'avais pas l'intention de prendre un nom de podcasteur. Pour moi, je vais juste être le gars qui fait Cornelius Enzira. Point barre. Ah ouais. Tu vois, j'avais pas décidé de... Et en fait, quand il fallait remplir tous les champs, je pense qu'à un moment, je devais avoir un champ manquant. Et j'ai écrit Dr Zaius. Et tu vois, en plus, c'est un espèce de mash-up entre le Dr Zaius du roman, vu que j'ai écrit Docteur comme en français, mais j'ai écrit Zaius sans mettre le tréma sur le i, donc à l'anglo-saxonne. Et c'est tout. Et en fait, j'ai pas capté que de fait, ça devenait ton pseudo. Et puis même, parce que je pensais que ça serait pas apparent. Et bref, donc de pensant que ça serait pas apparent, et j'ai pas capté que ça allait même carrément devenir le nom de domaine. Enfin, pas de nom de domaine, oui. Pardon, pas le nom de domaine, je me trompe, parce que le nom de domaine, c'est le podcast.fr. Je crois qu'à l'époque, c'était .podcloud.fr, ils ont changé, mais soit. Mais du coup, que l'adresse de mon podcast, ça allait être Dr-Zaius. J'avais pas capté. Et je pense même, teubé comme je suis, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et Draven, qui est très gentil, il a recommandé mon podcast en disant écoutez le podcast du Dr Zaius. Ah. Et puis, c'est moi ça. Et de fait, je me suis dit mais en fait, maintenant, je suis Keblo, quoi. Je suis le Dr Zaius. Et puis finalement, comme le Dr Zaius est un personnage, alors oui, qui est épouvantable, mais qui est un personnage de bad guy, mais qui est un personnage extrêmement fort, je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas. Allez, j'accepte, je suis le Dr Zaius. Ah, puis voilà. Ça sonne bien, hein. Je ne l'ai pas dit, mais les noms qu'il a choisis pour ses personnages, ils sont vraiment bien. Zira, Zaius, ça sonne bien, quoi.
Ouais, donc C'est voilà, donc c'est resté. Puis ouais, je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant que mon pseudo ce soit ce Zaius, seul alors que méchant. ouais. Alors c'est vrai que ça fait un peu, tu sais, comme tous les gens qui choisissent comme pseudo des personnages absolument détestables d'œuvres de fiction, où c'est plus ambivalent. Tu vois, des gens qui vont s'appeler Tyler Durden ou tu vois, Heisenberg. ouais, voilà, qu'on pas capté. Mais tu sais qu'en fait, faut pas s'identifier à lui. Hein. Et, donc non, je rassure les auditrices et les auditeurs, je ne m'identifie pas du tout au Docteur Zaius, même si ça me fait marrer des fois de dire que mon but dans la vie, c'est de détruire l'humanité, tu vois. Il y a un petit côté, en moi, il y a un petit côté misanthrope. Hein. De toute façon, si La planète des singes a eu une telle résonance chez moi quand j'étais ado, comme beaucoup d'ados, j'étais un ado misanthrope. Ouais. Et donc, voilà, finalement, le côté. Alors, bon, lui, il est misanthrope, mais pas au sens. Et c'est un peu un sens différent, vu que quand Bah t'es oui, pas, fatalement. quand t'es pas humain, mais que t'es misanthrope, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ouais, bref, j'ai fini par accepter et trouver ça marrant. Et même en faire de la promo avec voilà, des stickers avec écrit dessus le Docteur Zaius c'est une ordure, ça me fait marrer en fait. Voilà, il n'y a pas de. L'explication est en fait finalement assez décevante parce que c'est un hasard. Ça n'a pas de. Non, mais non, non, au contraire, c'est rigolo de voir que, bah oui, c'est un hasard, ouais, effectivement. Moi, j'aime bien. Mais quelque part, ce qui me plaît, c'est que moi qui ai jamais eu vraiment. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des surnoms qui leur restent, et souvent, quand tu as un surnom qui te reste, ça date soit de l'enfance ou de l'adolescence, Ouais. et c'est pas. Et souvent, c'est Et pas des un fois, truc c'est que pas tu as facile à choisi. assumer, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Et souvent des trucs, ouais, c'est même après compliqué à réexpliquer. Et même parfois, il y a des gens qui savent même plus pourquoi. Enfin, moi, je l'ai vécu. J'avais des potes de lycée qui disaient aux gens, arrêtez quand vous vous appelez chez mes parents, parce que ouais, voilà, là, je révèle un peu mon âge. Hein. C'était l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, quand on était ado et qu'on voulait s'appeler, ben, on appelait sur la ligne fixe des parents. Et parfois, Ouais. tu te retrouvais à le prénom te venait pas. Il y avait que le surnom, quoi. Et des fois, ouais, j'avais des copains qui disaient arrêtez de déconner, les mecs. Enfin, c'est quand vous appelez, faites au moins l'effort de demander par mon prénom, quoi, parce que mes parents, ils me charrient, ils m'appellent par mon surnom, etc. Et donc, Bah après, c'est pareil, c'est resté aujourd'hui. Hein, quand on était arrivé à Podren, t'as plein de gens, tu les connais que par pseudo. Et tu ouais. connais même pas leur gueule, tu connais rien. Du coup, t'es juste ah, ok, toi, t'es machin. Ok, d'accord. C'est resté. Et c'est rigolo de se dire que mon pseudo, alors je vais pas dire que c'est un truc subi, parce que c'est quand même moi qui l'ai écrit, mais que c'est pas un truc qui a été réfléchi. Et qui était, non seulement qui n'était pas réfléchi, et qu'en plus qui était pas, j'avais pas du tout compris. Et Mhm. honnêtement, je dois être un peu teubé, mais tu vois, ça en révèle aussi de ma personnalité. Je pense que tu vois, j'étais bon, je voulais poster ce putain d'épisode sur lequel j'avais bossé pendant des semaines, et puis soudain j'ai un champ manquant. Allez, vas-y, j'ai écrit le premier truc qui m'est passé par la tête sans réfléchir aux conséquences. Et ben voilà, la conséquence, c'est que plus de 6 ans plus tard, il y a des gens qui m'appellent Zaius et qui savent même pas c'est quoi mon prénom. Bah, c'est mon cas. Voilà. C'est mon cas, hein, je connais même pas ton prénom. Ah bah voilà, eh ben, je te le dirai après l'enregistrement. Hein. Voilà, c'est là qu'on fait stop. Allez, je fais stop, ça marche.